Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Kevin Arsenault. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kevin, c'est une source d'informations vraiment incroyable. Pour commencer, il a écrit 2 recueils d'entraînement. Le premier recueil comportait 150 techniques et récemment, il a ajouté 80 techniques de musculation et de cardio-training pour créer la Bible des stratégies et planification d'entraînement. Dans le podcast d'aujourd'hui, on a parlé du parcours de Kevin. On a également parlé de son sujet de maîtrise. Kevin a fait une maîtrise en kinanthropologie, qui est l'étude du mouvement humain, et son sujet était axé sur les pectoraux. Alors, on a brisé certains mythes par rapport au bench incliné, le bench plat et le bench décliné. Donc, si tu veux optimiser ton prochain entraînement de pec, tu dois absolument écouter ce podcast-là. Ensuite de ça, on a pris le temps de parler de l'importance de la santé en 2021. Kevin a une vision vraiment intéressante par rapport à prendre soin de notre système immunitaire, de prendre soin de notre santé pour combattre les virus et vivre plus longtemps. Alors, le podcast mérite d'être partagé, soit dans votre story Instagram, sur vos réseaux sociaux ou tout simplement d'en parler à vos amis pour aider le plus de gens possible. Cette discussion-là vaut la peine d'être écoutée, honnêtement. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Kevin, comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci d'être là aujourd'hui sur le podcast. Ça fait plaisir. Good. Merci de Kevin, l'invitation. ouais, mais c'est ça. Si les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la place que tu es aujourd'hui? Tu peux faire la version longue comme la version courte. Je te laisse aller dans tout ça. Parfait. Je pense que s'il y a des gens qui me connaissent déjà, qui connaissent un peu mes racines, mais je vais le redire quand même pour ceux qui sont de la région d'Alma, Saguenay, etc., qui me connaissent peut-être moins. Mhm. Natif Côte-Nord, donc un gars qui vient des bois. Donc, Mhm. j'aime, c'est vraiment. Puis j'ai déménagé aussi avec le temps à Québec, puis je me suis toujours retrouvé. Exemple, au Lac-Saint-Charles, près de la nature. Là, je suis maintenant près de Montréal, mais je me suis installé dans la Nadière, aussi près de la nature. Je suis près de la rivière l'Assomption. Il y a des kilomètres de sentiers. J'ai vraiment un besoin de cette proximité-là. Donc, natif de la Côte-Nord. Puis, l'entraînement a fait partie de ma vie quand même assez jeune. J'ai vers 13 ans, j'ai commencé à m'entraîner, mais par moi-même. Donc, j'étais dans mon sous-sol, dans ma maison, puis je m'entraînais, je faisais des push-ups, des set-ups, juste par besoin santé. J'avais un certain intérêt. Après ça, les secondaires 2 environ, au niveau de l'école secondaire, je voyais qu'il y avait une salle d'entraînement, fait que j'ai pu aller m'entraîner. Donc, un peu plus fortement. Tu sais, je ciblais, c'était plus le bench, les choses qu'on, tu sais, les jambes étaient moins présentes. On faisait le classique qu'on pouvait voir, là, soit dans les revues ou autres. Là. Fait que moi, j'ai mis un pied dans une salle d'entraînement pour commencer. Puis, avec les cours d'éduc qui étaient en concomitance, le prof d'éducation physique m'a demandé de faire de l'athlétisme. Si ça m'intéressait de faire du lancer du poids, de faire du sprint. Fait qu'au début, on avait essayé le cross-country. Donc, je faisais du semi, tu sais, des 2, 3, 5 km. Mais on a vu que j'excellais plus dans le sprint, mais j'ai quand même une bonne capacité. Je suis comme un hybride. Je suis capable de faire des longues distances au niveau endurance, mais ma grande capacité, c'est vraiment le sprint. Même quand j'ai fait mon bac en kinésiologie, on était 140 étudiants, puis on faisait des 20 mètres lancés. Donc, c'est il faut que tu prennes ton élan. Tu as des photocellules qui décollent le chrono, puis au bout de 20 mètres, des photocellules qui arrêtent ton temps. Mhm. Puis en sprint, dans le 20 mètres lancés, j'étais le meilleur des 140 en termes de course, comme OK. de ce style-là. Fait que OK. j'aimerais ça fait partie encore de mes projets que je veux retomber sur une piste d'athlétisme là, qui va Ah, OK. pour faire de la compétition ici dans la Mondiale. Fait que c'est dans mes projets cette année. On OK. verra voir comment la COVID va gérer tout cela. Fait que ça Mhm. fait qu'en faisant de l'athlétisme sur la Côte-Nord, dans mon secondaire, j'avais besoin d'entraînement, j'avais besoin d'avoir une certaine rigueur aussi pour être capable de performer, faire des compétitions. On est allé à c'est quoi les Jeux du Québec. Puis, Mhm. fait que j'avais un plaisir de m'accomplir dans ce sport-là. Fait que l'entraînement était de mise avec les deux. Après ça, à 15 ans, donc
je me suis inscrit au gym pour améliorer le côté musculaire de la chose. Et à 16 ans, le propriétaire m'a demandé de travailler pour lui. Donc, OK. sur la Côte-Nord, il n'y avait pas de kin. Les bacs en kin, son recul de 20 ans, là, sur la Côte-Nord, il n'y en avait pas. Donc, des kinésiologues, là, donc c'était juste des passionnés d'entraînement qui étaient dans les salles d'entraînement. Plusieurs avaient des bonnes connaissances. Ça fait que un des coachs a quitté, j'avais du sérieux, même si j'étais jeune, j'étais quand même mature pour mon âge, fait que j'ai commencé à travailler là. Donc, je me suis mis les pieds directement dans le domaine de l'entraînement à ce moment-là. Pas trop de connaissances, mais beaucoup de volonté. Mhm. Donc, j'ai dit, OK, donc là, il faut apprendre, il faut lire. Donc, là, c'est là que mon côté autodidacte s'est développé. En score, en ce moment, je lis 1 à 2 livres par semaine, là, que ce soit dans le domaine, autant le développement personnel que le domaine de la nutrition, de la supplémentation, le domaine de l'entraînement. C'est là qu'on dit un peu les savants fous. Là, plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien, plus ça ouvre Ouais, des portes vers d'autres choses. Ça fait que pour moi, la vie est une formation continue. Là. Fait que exact. à Bécomo, j'ai dû m'instruire énormément. Ce qui fait que, de fil en aiguille, quand je suis arrivé à 20 ans, je me posais la question, après le cégep, est-ce que j'allais faire de ma vie un peu ce domaine-là ou j'allais faire d'autres choses? Puis j'en ai décidé de faire ma passion parce que ça m'intéresse tellement, c'est tellement stimulant. Tu vois l'impact sur les gens que ça peut avoir, autant au niveau de l'entraînement, oui, mais de la santé en général qu'on est capable de parler. Et je vois que c'est des connaissances qui vont être capables de s'appliquer aussi pour moi, Mhm. pour ma longévité personnelle à long terme, pour ma famille. Fait que ça fait que j'avais vraiment un grand intérêt. Fait que j'ai dit, OK, on saute, on y va. Donc là, je suis allé faire le bac en kinésiologie à l'Université Laval. OK. Fait que j'ai commencé par là, mais j'avais déjà une bonne longueur d'avance. J'ai commencé à 15 ans à lire de façon plus assidue Mhm. sur le sujet, donc 5 ans plus tard, donc 5 ans de lecture, de recherche. Je suis arrivé au bac en kin avec un bagage hyper élevé, ce qui me donnait une facilité pour faire les cours. Mhm. Ça fait qu'au lieu de faire 4 cours par session, j'en faisais 8. Donc, OK, je le roulais à double. 24 crédits de formation. Donc, le bac en kin, je l'ai pratiquement fait en 2 ans. Là. Il me restait, c'est sur 3 ans, mais la troisième année, il me restait 2, 3 cours complémentaires là, à aller chercher. C'est Quand là que j'ai même. commencé mon bac en nutrition. Je me suis dit, tiens, je vais OK. compléter ma formation que je trouve qui va de pair avec le côté entraînement. L'entraînement, tant dans la performance, l'entraînement dans la prise de masse, l'entraînement dans la perte de poids. La nutrition, c'est un sujet incontournable. Fait que je me suis inscrit, j'ai fait mon bac en nutrition que j'ai échelonné parce que je suis devenu papa aussi, j'ai 2 filles, ce qui fait que là, c'était Ouais. un deuxième bac aussi, donc c'était à temps partiel, Mhm. que malheureusement, j'ai jamais eu le temps de terminer. OK. C'est pas que j'ai pas eu le temps, en vrai, c'est que je n'ai pas eu l'opportunité de le terminer. Parce qu'en fait, quand j'ai fait tous mes cours de théorique, et quand je suis Mhm. arrivé au troisième stage, un stage qui demande 2 sessions, en vrai, 8 mois, Ouais. à 35 heures semaine non rémunérées. Donc, ce fait que quand je n'avais pas regardé le parcours, tu sais, en kinésiologie, moi, c'était le lundi, le vendredi, je faisais mes stages avec le football rouge et or, avec Raymond Veillette, puis ça se faisait super bien, ça s'intégrait bien dans un horaire. En nutrition, je ne pensais pas que c'était aussi cadré et Ouais. sévère. Donc là, Mhm. je voulais l'accomplir, mais j'ai parlé à la directrice du programme, pas d'arrangement possible. Donc, je suis allé voir la vice-présidente de l'Ordre des nutritionnistes, Mme Anne Payne à l'époque, pour voir s'il y avait quelque chose à faire, rien à faire, parce que l'Ordre des diététistes du Canada les surveille sur la façon de faire. Tout le monde doit passer par le même processus. Mais j'ai dit, écoutez, je ne peux pas être 8 mois sans salaire. Je veux dire, à Ouais. 35 heures semaine non rémunéré, 2 enfants à la maison, juste un deuxième bac, je veux le terminer. Puis je ne serai pas un nutritionniste en hôpitaux. Je vais être Mhm. un nutritionniste en clinique, mais À la clinique. en Mhm. privé, dans les gyms, dans le domaine de l'entraînement. Fait que sur ces 8 mois-là, il y avait au moins un 20 semaines, là, un 5 mois qui était à l'hôpital. Donc, ça fait que je comprends qu'il Ah. faut avoir le background de base, mais ce qui fait que je ne peux pas. C'était impossible, puis personne ne me donnait la latitude d'être capable d'aller chercher mon diplôme. Fait que j'ai trouvé ça Mhm. très dommage de ne pas avoir l'accommodement ou de l'ajustement au niveau du programme pour aider les gens qui veulent être dans le côté plus privé. Je comprends, mais quand tu as une famille à faire vivre, de faire du 8 heures le matin jusqu'à 5 heures non rémunéré, après ça, il te reste quoi? Il te reste de 6 à 10 le soir, tu fais un petit blitz, mais là, tu t'es pas Ouais. entraîné, tu n'as pas vu ta famille, Ouais. tu fais ça 5 jours semaine, c'est un 4 heures fois 5, 20 heures, tu n'as même pas ton 40 heures, tu n'as même pas un nombre Mhm. d'heures décent. Fait que je trouvais que c'était un sacrifice qui était beaucoup trop grand. Faire ça un mois, Mhm. c'est pas si pire, mais 8 mois, c'était. Fait que, Ah, c'est avec intense. regret, j'ai pas pu compléter la formation en nutrition que j'aurais voulu. Ce que j'ai fait, c'est que j'allais faire un diplôme d'études supérieures en nutrition aussi à l'Université Laval. J'ai fait OK. ma naturopathie aussi pour compléter un peu cette expertise-là que je voulais aller chercher. Et puis après ça, rendu à Montréal, j'ai fait ma maîtrise à l'UQAM là, dans le domaine de l'entraînement. C'est un peu OK. mon parcours académique, en plus de m'impliquer dans les programmes. Là. Autant à Kin, j'étais VP académique pour développer le programme. Puis, tu sais, j'ai vraiment un intérêt grandissant là-dedans. Puis à travers de tout ça,
J'ai fini mon bac en kin en 2009. Fait qu'après ça a été le bac en nutrition qui roulait. Puis en même temps, j'ai commencé à écrire un livre sur l'entraînement que Ouais. Ouais. tu as. Je pense que tu as les deux versions. Fait que Les deux versions. 2009, j'avais fini mon bac en kin, j'entraînais les gens, puis je trouvais qu'il y avait souvent une redondance qui était présente au niveau des techniques d'entraînement. Donc, je refaisais souvent les mouvements ennemis, donc les supersets, Ouais. il y avait des techniques comme ça, une fatigue maximale. Bon, je tenais une petite isométrie à la fin, des choses. Mais j'avais comme un set 10 techniques que je réutilisais constamment. Fait que là, à un moment donné, je me disais, il doit bien y avoir d'autres façons de faire. Puis dans le bac en kin, on n'a pas eu beaucoup de démonstrations, quelques-unes. Là, fait que ça fait que Ouais. je pigeais un petit peu là-dedans. Fait que là, je me suis mis à ressortir les livres d'entraînement que j'avais lus depuis que j'avais 15 ans, là, pour être capable de ressortir, plus les livres que j'avais achetés. Puis fait que là, oh, OK, j'ai 2-3 techniques dans un livre. Oh, j'en ai une quinzaine là. Oh, j'en ai une vingtaine là. Oh, puis là, je les ai comme tout rassemblés ensemble. Je me suis fait un tableau pour moi pour, après ça, dire OK, alors voici les techniques. Puis là, quand j'entraînais un client, ben, j'avais comme mon petit tableau, puis je cochais les techniques que j'avais utilisées avec ce client-là. Fait comme ça, le prochain programme, je coche d'autres techniques. Prochain programme, fait que j'étais capable OK, de ouais. faire varier les techniques à ce client-là sans refaire les mêmes techniques parce que j'avais un petit suivi que je me faisais et ce que je fais encore d'ailleurs. Là, pour être capable de le simuler, effectivement, tu peux utiliser le squat 12 mois par année, mais si je te fais faire avec 12 techniques différentes à chaque programme que tu changes, ben, tu ne vis pas le squat de la même façon. Tu n'as pas les mêmes gains au niveau du squat, autant que ça peut être de la force, de la puissance, ça peut être de l'hypertrophie. Puis même l'hypertrophie, tu as plein de formules qui vont être différentes. Fait que les clients, je voyais vraiment un wow de tant qu'à changer pour un squat sur un ballon, puis de faire des choses un peu plus funky qui, des fois, sont plus nuisibles qu'aidantes. De Ouais. garder un exercice qu'on est capable de maximiser parce que souvent, les gens qui débutent dans l'entraînement ont besoin de répéter souvent les mêmes Ouais. patrons moteurs, en vrai, les mêmes mouvements pour devenir excellent là-dedans. Mhm. Donc, le changement de technique m'apportait les deux avantages, autant la variété dans le programme d'entraînement que l'amélioration sur la qualité technique du client. Puis je voyais le plaisir, puis on dirait que ça me donnait une petite différence ajoutée sur les autres coachs parce que Ouais. souvent, c'était du 8 à 10, 10 à 12, 6 à 8, un petit superset, une Mhm. trisérie. C'est tout le temps les mêmes choses qui revenaient. Fait que d'aller chercher des techniques, des 7 plus 2 plus 2, du Big Kahuna. Fait que ça fait qu'il y avait un petit wow là-dessus. Puis mon tableau a grossi avec le temps. Puis mon but, c'était de ne jamais donner une technique à un client que je n'ai jamais essayé moi-même avant. Donc, le OK, but ouais. étant de m'assurer que la théorie que je lis est adéquate et correcte et qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Puis aussi de vivre la technique pour être capable de dire OK, c'était un peu, là, ça, c'était vraiment rough. Puis mon client, c'est un débutant. C'est sûr que si j'ai vécu ce rough, je ne lui donne pas cette Ouais. technique-là maintenant, même si la théorie a de l'air super belle. Donc, c'était juste pour être capable de mieux le prescrire. Fait que depuis de 2009 jusqu'à 2013, j'ai été dans l'essai de plus d'une centaine de techniques là, différentes. Et en 2013, j'ai finalement décidé d'écrire le recueil des techniques d'entraînement, qui est un livre qui rassemblait toutes ces techniques-là parce que plusieurs de mes collègues, coachs, amis en kinésiologie, etc., me disaient Hey, peux-tu me donner Ouais. ton tableau? Hey, ça m'aiderait. Puis c'est juste un tableau avec des lignes, puis c'est un gros tableau de prescription. Combien de séries à faire, combien de répétitions, c'est quoi le pourcentage de la charge, comment ça fonctionne. Ouais. Puis la technique en dessous, c'était une autre ligne avec fait qu'on L'autre enchaînait. technique. Fait que là, en 2013, j'ai dit bon, comment je peux rendre ça plus visuel, plus facile à suivre qu'un tableau noir sur blanc? Ouais. J'ai travaillé sur, je partais avec une page blanche, puis OK, qu'est-ce qu'on met dessus, comment? Fait que c'est de travailler fort sur le concept visuel. Puis après ça, bon, l'ouvrage a été créé. Là, c'est OK, on va le soumettre à une compagnie d'édition pour être capable de se faire éditer. Fait que je contacte, que ce soit les éditions de l'Homme, je contacte De Boeck, je contacte Vigo, je contacte Amphora, je contacte. J'ai plein. Tout le monde, c'est un refus. Le projet est beau, le projet est bon, trop pointu. Donc, ça fait que c'est OK. juste pour les coachs, on ne voit pas le potentiel de notre côté. Voyons. Ah ouais. C'est ce qui fait que moi, tous les gens le voulaient. Fait que je me dis, non, il y a un potentiel là-dedans. Donc, j'ai engagé une graphiste, j'ai pris une compagnie d'impression, je me suis fait imprimer 2000 livres, livrés dans mon sous-sol. Puis après ça, c'est bon. Faut que je vende ça. Kevin, faut que tu y crois, go, on y va. Fait que ce qui fait que même ma blonde me regardait en disant, tu vas-tu les vendre? Parce que quand même, ça m'a coûté à l'époque 12 du livre brut. Là, ce qui fait que si j'en achète 2 livres, on parle de 24 000 plus taxes. Donc, c'est Ah un bon ouais. investissement, un bon risque. Tu dis, OK, on paye ça. Maintenant, on est à Faut moins les 24 vendre. 000. Ben, c'est les ventes, mais le but, premier, c'était de partager cette information-là. Je sentais qu'il y avait un besoin. Ouais, c'est ça. Et avec raison, j'en ai plus. Donc, mes 2000 livres ont été vendus, ce qui fait que j'ai une version 2.0 aussi qui a été créée.
Mhm. Donc, c'est une belle expérience de partir ça de A à Z, de créer autant le graphisme, d'aller chercher son numéro des ISBN pour les livres, rentrer dans les librairies, Archambault, Renaud-Bré, créer un compte Amazon pour les vendre. Fait que, tu sais, j'ai vraiment aimé le processus, mais je ne voulais pas faire un deuxième coup comme ça. Je veux plus prendre mon temps à écrire que de gérer toute la La paperasse, distribution de tout oui. ça. Exactement. Donc, en 2017, quand je voyais qu'il ne me restait plus beaucoup de livres, là, j'ai contacté d'autres compagnies d'édition. Et là, c'est avec Amphora là, ça l'a levé puis ça l'a amené à un deuxième livre. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement, ça, c'est la première version, le recueil Ouais, d'entraînement. ouais. C'est vraiment Ça, un visuel. c'est la deuxième Oui, version. ça, c'est la deuxième. Fait que, c'est vraiment un Ouais, visuel au ouais. niveau de l'intérieur. C'est une page, une technique. Ce n'est pas un livre de chevet. Ouais, c'est ça, là, ça a vraiment, c'est comme Quelque chose de complètement différent. similaire, sauf que le visuel avec une compagnie d'édition, on est ailleurs. Là. Ça, c'est Ouais. fait avec Word. J'étais capable de bien me débrouiller. Tu sais, le but, c'était de savoir c'est quoi l'impact sur l'hypertrophie, le gain de masse musculaire, l'endurance, c'est quoi l'impact, la difficulté perçue, comment appliquer la technique. Je mettais un Mhm. aspect visuel. Puis après ça, des petits conseils que moi, quand je l'ai expérimenté, je mettais des petites notes là, pour dire OK, ben, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. C'est vraiment un livre pratico-pratique. Ah oui, vraiment. On prend une page, puis bon, j'ai du stock pour m'amuser dans une salle d'entraînement en ce moment. C'est Tourne ça. la page, on a encore du stock pour. Fait que ça fait que c'est 0-0 un livre à lire de Mhm. chevet. C'est vraiment un livre pratico-pratique. On en Ah a oui, besoin. vraiment. Mhm. Exact. Fait que j'ai essayé de l'illustrer. Puis la version 2.0 Ah oui. est juste wow pour moi. C'est un bel Ouais, accomplissement là, qu'on est rendu. Écoute, j'ai commencé en 2009, on est rendu en 2021, donc on est ouais. 12 ans plus tard par Mhm. rapport à mon petite idée que j'ai commencé mon tableau. Il ne Mhm. faut juste pas lâcher. Faut penser, quand on a un projet, là, c'est être capable, quand on croit en sa viabilité. Mhm. J'ai contacté 5-6 compagnies d'édition, refus. Trois, Ouais. quatre ans plus tard, j'ai encore contacté, refus. Puis là, c'était en 2017, j'avais contacté, mais après ça, en Forest, en 2019, là, qui m'ont réécrit en disant ouais, après réflexion, Mhm. on aurait quelque chose d'intéressant, on voudrait l'avancer. Oh! Ça fait qu'on avance, puis là, ça ouvre la porte, là, parce que là, Mhm. j'ai d'autres projets d'écriture de livres aussi en tête, là, ça fait que OK. ça va me permettre d'avancer ça. Le but, c'est de distribuer le plus d'informations. J'ai de la passion pour lire, j'ai de la facilité pour lire les articles scientifiques, la recherche aussi, ce qui fait que j'essaie de la vulgariser. J'ai fait des capsules avec Félix Daigle Ouais. aussi. Ce que j'essaye, c'est de rendre des choses des fois complexes, faciles à comprendre, essayer de l'imager. Je pense que j'ai une certaine facilité pour ça. Et c'est ce que je veux faire. Fait en formant les gens acquièrent de meilleures connaissances, sont capables d'aider leurs clients par la suite. Donc, si Mhm. mon but, c'est d'aider le plus de gens, si je le fais moi, terrain, il va falloir que je fasse plus d'heures. Ce n'est pas ça mon but. Mais si je crée des livres ou de la formation, je vais être capable d'aider plus de gens qui vont aider plus de gens. Donc, ça fait que Ouais, c'est c'est ça. ma façon de voir les choses. Là. Puis, mon horaire Mhm. actuellement est bien établi pour être capable de le faire. Je travaille 3 jours Mhm. au bureau. J'étais au Pro Gym à Montréal. 3 jours au bureau, 2 journées, donc le mercredi, le vendredi, je suis à la maison pour développement. Avant, c'était pour l'écriture de ma maîtrise. Puis là, je suis dans l'écriture de d'autres livres là, Mhm. qui vont avancer cette année. Là. Mhm. Avec la pandémie, ça permet d'avoir un peu plus un Ouais, recadrage c'est sur ça. ces choses-là. Là. Fait que des beaux projets. Ah, nice. Puis, c'est ça, la première version, tu es passé de 150 techniques à aller, là, tu es rendu à 230 techniques dans la deuxième version. Exact. Plus parce que la première version, je me suis vraiment concentré sur les qualités musculaires. Donc, c'était Ouais. l'hypertrophie, la force, l'endurance, la Mhm. puissance. Fait qu'on roulait là-dedans. Fait que la deuxième version, j'ai dit, OK, mais là, on était très dans les qualités musculaires, mais aussi Mhm. des techniques pour entraîner le système aérobie. Si on parle de joueurs de soccer, de joueurs de hockey, de sprinter, justement, ce que j'ai été toute mon adolescence, un peu, là, si je veux courir plus vite, je fais Ouais. quoi sur la piste? Tu sais, je cours, c'est tout, mais je cours combien de mètres? Je cours combien de Ouais. temps? Mais là, si je cours tant de mètres, c'est quoi mon temps de repos? Combien de séries je devrais faire? C'est que Mhm. si je cours en inclinaison, c'est correct, ou en déclinaison, ça améliore quoi? Est-ce que je mets un parachute? Fait que ça fait que Ah toutes ouais. ces techniques-là que je n'avais pas exploitées dans la première version, je me suis dit, Mhm. on va vraiment boucler la boucle avec une deuxième version qui va englober tout le travail de préparation physique d'un corps. Donc, autant le système Mhm. aérobie, anaérobie lactique ou alactique, la flexibilité aussi, qu'on parle moins, mais il y a des techniques d'entraînement, le FNP qu'on connaît, Ouais. la facilitation neuroproprioceptive. Donc, on peut contracter le muscle, le relâcher pour aller chercher un peu plus de jeu. On joue avec le système nerveux. Comment le faire? C'est quoi la prescription? Ça fait que j'ai rassemblé ça dans le recueil de plus. Donc, ça fait que le recueil a augmenté d'au moins 80 techniques de plus. Le but, c'est ça le but du livre. Pour moi, c'est d'être capable de rassembler les techniques, puis il y en a là-dedans que j'ai créé, il y en a plusieurs que j'ai pris à droite à gauche au niveau des auteurs. Je demande aux gens aussi de m'écrire pour s'ils ont une technique qu'ils ont Mhm. utilisée qui fonctionne super bien, mais qui n'est pas dans le gabarit du livre. Écoute, on l'envoie, puis on va faire de ce recueil-là un recueil qui est le plus complet possible dans les années à venir. Mhm. C'est ça. J'ai été étonné qu'il n'y en avait pas de recueils comme ça. Il y a des recueils d'exercices. Tu veux faire des biceps, tu veux faire des jambes, tu veux faire du dos, tu peux trouver des livres à pu finir au niveau des exercices. Mhm. Quoi faire, mais de comment les faire pour développer une qualité, c'est très
ça pleut pas. Sérieusement, ça m'a étonné. Puis là, pourquoi que j'ai décidé de l'écrire pour apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Puis même dans le domaine anglophone, le livre a été aussi, la première version a été aussi traduite, c'est The Handbook of Training Techniques. Je l'ai fait traduire pour aller chercher dans le milieu anglophone, mais ça n'a pas, je n'ai pas assez de réseau de contact pour être capable de le faire mousser là-dedans. Mais là, je suis pour parler avec Human Kinetics là, pour faire traduire la version de la Bible des stratégies pour qu'elle soit anglaise. Mais avec Human Kinetics, qui est une très bonne compagnie au niveau d'édition anglaise, pour être capable de partager. Le but, c'est de partager l'information, que les coachs soient capables d'avoir un outil entre les mains qui va permettre à des athlètes de devenir une meilleure version d'eux-mêmes ou même d'un sportif amateur. La personne qui fait son ski alpin l'hiver ou joue du tennis l'été, être capable d'être meilleur. Bien, si les coachs ont plus d'outils pour être capables d'améliorer leur performance, plus ça va être, autant que la perte de poids, que la prise de masse musculaire aussi. Donc, je trouve que c'est un recueil qui va bien s'agencer avec les livres d'exercices. Moi, je l'ai tout le temps après, là, quand je fais mon écriture de programme le lundi matin, là, ben, je ne l'ai jamais vraiment loin. Puis après ça, 230 techniques, je veux dire, tu ne peux pas toutes les retenir. Même moi qui l'ai écrit, je ne les retiens pas toutes par cœur. Là, donc, c'est un livre qui est présent. C'est le pourquoi je l'avais créé pour être capable de. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. On ne veut pas, on revient volontairement dans le même pattern. On va venir à utiliser 10, 15, 20 techniques sur 230. Fait qu'on va en utiliser les mêmes. À un moment donné, il faut faire t'as peu, là, il faut que je me stimule un peu. On va essayer quoi? Là? On essaie quoi? Là, puis là, tu l'ouvres, tu feuilles. Là, c'est juste. C'est ça, puis là, c'est rendu au jugement du coach de comme faire une suite logique dans sa périodisation annuelle, comme d'alterner les phases d'accumulation, d'intensification, de passer un petit peu plus de temps à côté. C'est un livre niveau 2. C'est sûr qu'il faut que le niveau 1, je veux dire, la base de l'entraînement soit acquis par la personne, que ce soit l'entraîneur ou le passionné d'entraînement. Une fois qu'il a ces connaissances-là, il peut utiliser mon livre pour passer pour bien le faire, en vrai, pour bien planifier, malgré qu'un débutant ouvrirait le livre puis il pourrait essayer les techniques. Série, mouvement et demi, ça pourrait donner de la nouveauté quand même. C'est vraiment un livre qui est poussé pour que les kin, pour les kinésiologues, les entraîneurs, les préparateurs physiques qui trouvent son compte, qui sont capables d'avoir une nouvelle stimulation et que les coachs aient fait leur devoir, puis qu'ils fassent comme moi, qu'ils aillent dans la salle d'entraînement et qui essaient les techniques qu'ils essaient les techniques avant de les prescrire aux clients, de les démontrer. Ouais, tu touches un bon point là-dessus parce que moi, je suis un peu comme toi, j'ai jamais recommandé j'ai jamais fait de la prescription d'entraînement à un client que j'ai jamais essayé sur moi-même. C'est comme quand tu es coach ou quand tu es un sportif, peu importe, c'est qu'avant de donner une technique d'entraînement que tu sais qui est extrêmement payante, puis que tu es capable de ressentir le feeling que tu as quand tu exécutes l'entraînement, bien, avant de la donner à un client, il faut que tu sois capable de comprendre ce qu'il va vivre dans son training, parce que sinon, c'est comme les gens qui donnent du squat, des coachs ou des entraîneurs qui vont donner du squat à des clients 1 à 2 fois semaine, puis ils vont squatter 1 fois par mois. Je veux dire, OK, peut-être que le squat va bien faire pour la personne, mais il va te manquer des outils autant que pour ressentir qu'est-ce que le client va filer dans son entraînement, que pour donner des cues faciles qui vont être capables, là, que la personne va être capable d'allumer sur un point, de dire hey, crime, c'est vrai, je vais peut-être essayer ça pour descendre un petit peu plus bas ou peu importe. Là. Fait que, c'est technique et exercice aussi, c'est que le coach soit capable de faire l'exercice qu'il va présenter au client. Question de crédibilité aussi, parce que si le coach n'est pas capable, souvent ça peut jouer un peu là-dessus. Là. On a nos devoirs à faire. La salle d'entraînement, c'est un gros laboratoire, il faut en profiter. Quand j'ai fait mon bac en kin, quand j'y suis arrivé avec 5 ans d'expérience terrain, je m'attendais à avoir une centaine d'étudiants qui tripaient sur l'entraînement, mais on était 20 qui tripaient sur l'entraînement sur 140. Puis les 120 autres ne s'entraînaient pas, mais étaient très des sportifs. Donc, faisaient du snow, faisaient du hockey, faisaient du soccer, peu importe. Mais l'entraînement n'était pas là. Puis moi, mon mot d'ordre là-dedans, c'était vous devez vous entraîner. Vous ne montrez pas quelqu'un à patiner si vous ne patinez pas. Montrez pas quelqu'un à s'entraîner si vous ne vous entraînez pas. C'est là que vous allez apprendre toute la théorie. Là, parce que c'est pourquoi il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas la formation en kin et qui sont capables d'être excellents coachs parce qu'ils ont beaucoup de terrain. Ils ont tellement de terrain qui ont complété avec la pratique, ce qui fait qu'ils sont capables de bien s'en sortir. Je veux dire, quelqu'un qui a beaucoup de pratique, pas de théorie, ben c'est pas terrible. Quelqu'un qui a beaucoup de théorie, pas de pratique, c'est pas terrible non plus. Donc, un kin qui ne s'entraîne pas, malheureusement, il manque une partie de son travail pour être capable de bien faire les choses. Donc, c'est ce que j'encourage à tout le monde. C'est d'être un petit peu plus dans le milieu. Là. Donc, oui, l'aspect théorique, c'est vraiment bon. Mais après ça, il faut que la personne ait un bon bagage
côté pratique pour aider le client le plus possible. Là. Fait que c'est un Exact. peu ça que j'essaie de toujours me rappeler au gym. J'essaie de montrer l'exemple puis d'essayer de me pousser au maximum pour inspirer les clients et tout ça. Là. Donc, c'est un bon point, ça. Puis, toi, Kevin, tu t'entraînes encore? Je pense que tu as fait du culturisme aussi quand tu étais plus jeune. Oui, Hein? c'est C'est vrai. ça? J'ai fait à 18 ans. À 18 ans, j'ai fait mon OK. premier concours. Le propriétaire du gym qui m'a engagé à l'époque, quand j'avais 16 ans, m'a demandé si, avec le sérieux que j'avais, ça m'intéressait de faire de la compétition naturelle. Puis j'ai dit oui. Fait que pourquoi pas? On va se lancer un Ouais. défi. Je suis quelqu'un qui aime quand je me dis je veux me rendre là, je veux ce résultat-là. Puis c'est encore comme ça dans ma vie, comme l'écriture de mon livre. Je veux me rendre là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, Mhm. je vais y passer, peu importe les embûches qui vont être présentes. Je veux le résultat. Fait que pour moi, de faire une compétition, j'ai tellement un mindset de soldat que c'est peu importe que je ne peux pas manger de crème glacée ou je peux pas. Ouais. Je mangeais mon poulet sec avec mon brocoli. Ma famille pouvait manger de la pizza en avant ou de la poutine ou peu importe. Ça ne me faisait rien parce que j'ai mon objectif, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis Mhm. c'est un peu, je dirais que ces temps-ci, ben, pas avec la pandémie, mais dans les dernières années, je faisais des courses à obstacles. OK. Donc, il y a la Rushwood dans le coin de Trois-Rivières peu importe les courses à obstacles, c'est tout le temps ça, c'est que tu veux te rendre à la ligne d'arrivée et tu as des embûches durant ce Mm. parcours-là. Donc, faut que tu nages dans une rivière, il faut que tu montes une corde, il faut que tu fasses ci, même si c'est difficile, tu es à bout de souffle, la fréquence cardiaque est élevée, tu dois continuer, la ligne d'arrivée n'est pas encore à tes pieds. Donc, c'est un peu j'aime les courses à obstacles. Mon but, c'est pas d'exceller. Mon but, c'est de terminer, malgré que je me place bien. Comme je te disais au début, j'avais une bonne endurance quand je faisais mes courses. Mhm. Sur 500, quand je fais des courses, on est à peu près 500, je suis dans les 30e. Fait que ça fait que OK. je me place bien, mais je ne serai jamais sur le podium parce que je suis trop pesant. Fait que ça fait que Mhm. j'ai du plaisir à le faire parce que ça me représente bien de Ouais. ne pas lâcher pendant le parcours pour arriver à son but. Fait que ça fait que les Mhm. compétitions de culturistes est venu me chercher tout de suite là-dessus. Puis c'était gratifiant parce qu'à chaque fois que je faisais un concours, je réussissais à me placer sur le podium. Donc, OK. j'étais toujours un top 3. Fait que ça fait que c'était valorisant. J'étais nouveau là-dedans. Fait que pour un jeune à 18 ans, côté identité, côté OK, je suis capable de faire ma place dans ce sport-là. J'avais Mhm. excellé dans l'athlétisme, mais là, c'est le culturisme qui prenait de plus en plus de place. Puis c'était aussi Mhm. les connaissances à aller chercher pour autant augmenter la masse musculaire qu'être capable d'être maigre de façon naturelle. Ce qui fait que c'est plus Mhm. touché, c'est la logistique là-dedans, les connaissances à aller. Fait que, j'ai vraiment trippé. J'en ai fait 5 au total. OK. J'ai fini avec les championnats canadiens en 2010. OK. Fait que c'est mon parcours depuis 2010. Ma première fille est née en 2011. Fait qu'à partir avec les enfants, ça reste Voilà, que j'en ai fait 5. Mon but, c'est pas de me rendre international. Je le faisais par plaisir, puis avoir des objectifs. C'est le fun d'avoir une raison de s'entraîner. Mais avec Mhm. les enfants, ça devenait plus. Le culturisme, c'est pas comme le hockey que tu fais une game, tu peux prendre une bière Mhm. après, puis on Non. se prépare pour la prochaine. Mais non, c'est une rigueur hors 24 heures sur pair, 24. 24 heures sur 24, Mhm. l'entraînement 2 fois par jour, des choses comme. Ça Ouais. fait que c'est une rigueur tellement élevée que ça pouvait venir sacrifier la Ouais. famille, puis surtout qu'avec les enfants en bas âge qui se réveillent durant la nuit, on connaît Ah, c'est la ça. dynamique, c'est que ça fait que je ne voulais pas m'embarquer là-dedans pour faire une 6e compétition qui m'apporterait de quoi de plus, en fait, parce que j'ai Mhm. déjà fait Mhm. d'autres compétitions. Et je ne veux pas, quand j'ai fait mon championnat canadien, je m'étais rupturé une partie du tendon du biceps. Donc, ce qui fait OK. que j'ai terminé quand même sur une mauvaise note. J'ai gagné les championnats provinciaux mi-lourd, ce qui m'a amené au Canadien, mais j'ai fini dernier au Canadien parce que c'était en avril et en février, je me suis rupturé une partie du Ah. biceps. Donc, j'ai tout le côté droit qui a été déséquilibré. Je me suis dit, j'y vais pareil. Je ne suis pas quelqu'un qui, quand il y a une embûche, qui va non, je fonce pareil, même si, peu Ouais, c'est importe, ça. je me suis inscrit, je vais y aller, même si je vais faire ce que je peux, avec un biceps qui était à moitié déchiré, j'étais capable, mais Mhm. j'avais un débalancement. La symétrie Ouais. n'était pas là. Ça m'a pris des années avant de reprendre. Même encore, j'ai un petit retard. Fait que ça fait que j'ai terminé sur une note. J'ai gagné les championnats provinciaux. Canadien, c'était de première à dernière position. Fait que j'ai comme Mhm. laissé le culturiste sur une note que je me dis, est-ce qu'à 40 ans, j'en ai 35, mais est-ce qu'à 40 ans, je tomberais maître? Est-ce que je vais Ouais. faire un petit retour par plaisir? Ça reste que l'entraînement est toujours présent. Ouais. Peut-être que j'aimerais ça peut-être Ouais, ouais, boucler la boucle au niveau du culturisme avec une ouais. meilleure note que Mhm. dernier au Canadien, mais bien que j'ai fait les Canadiens. Ouais. Tu Fait laisses que la porte ouverte. je laisse la porte ouverte. Mais tu Ouais. sais, c'est ça. Le sport va toujours rester Ouais. un bel accomplissement. Là. Fait qu'il faut juste Ouais, trouver vraiment. son sport. Souvent, les gens, en vieillissant, ne savent pas quoi faire comme activité physique, mais c'est toujours de se poser la question, c'est quoi le sport que je faisais quand j'étais jeune? Si je C'est jouais au ça. soccer, si Ouais. on faisait du hockey, ouais, ben, pourquoi pas recommencer ce sport-là dans lequel les Ah acquis oui. sont déjà présents. C'est un sport qui était de façon récréative. Là. Fait que le Mhm. but, c'est pour bouger. Là, Ah ouais. Tu sais, le culturisme, pour en avoir fait aussi, c'est fou à quel point ça t'amène des connaissances sur, oui, sur l'entraînement, la nutrition, d'apprendre
être capable de prendre la masse tout en maintenant un pourcentage de gras assez bas. Mais aussi, ça t'en apprend beaucoup sur toi-même. Moi, je te dirais que pourquoi j'ai réussi à tout le temps surmonter les embûches pour créer ma propre entreprise puis de surmonter les épreuves, ben c'est un peu la même affaire dans le culturisme. Souvent, c'est comme ça t'amène une rigueur, ça t'amène une Ouais. discipline que tu es capable de transporter dans les autres sphères de ta vie, autant que dans tes relations interpersonnelles que dans ton développement d'entreprise et tout ça. Fait que, puis autant, puis là, on parle de culturisme, mais c'est aussi les jeunes qui font du sport. Quand on est en étant plus jeune, ben, on voit que les sportifs qui ont pratiqué soit du hockey, du soccer, du football quand ils étaient plus jeunes, ont plus tendance à d'être routiniers dans leur entraînement puis de surmonter les épreuves là, que le Ah travail oui, va apporter ou quoi que ce soit. ça leur montre qu'on veut, même si on est né jeune ou à l'âge adulte, on veut un objectif, on veut C'est un ça. résultat. C'est ça. Il faut travailler pour. Donc, ça apprend à Mm. bas âge là, avec le sport pour dire, OK, on veut gagner le championnat, faut travailler Mhm. fort, faut être capable, faut que je fasse ma partie, que ce soit une partie individuelle comme un sport individuel comme moi je faisais de l'athlétisme. Donc, toute la responsabilité de ma victoire se pose sur mes épaules. Moi, je Mhm. suis un gars très indépendant, fait que ce côté-là, c'est ce que j'appréciais. Si je gagne, c'est ma faute. Si je perds, c'est ma faute. C'est ça. On va dire, voici ce que je dois travailler. Et le sport Mhm. d'équipe, il faut que tu fasses ta partie aussi pour être capable d'aider ton équipe et ne pas nuire. Mais Mhm. dans les sports d'équipe que moi j'avais expérimenté plus jeune, c'est ce qui m'avait accroché, que je donne mon 110 mais qu'il y en ait deux, trois qui, bon, soit leur tente pas Ouais. aujourd'hui ou je ne peux pas rien faire. Ça, c'est hors de mon contrôle. Il y en a qui adorent les sports d'équipe. Moi, ça me faisait Ouais. disjoncter parce que là, je suis comme laissé à eux parce que Ouais. mon succès n'est plus de mon ressort. Donc, je suis Mhm. beaucoup dans cet aspect-là de justice, Ouais. ce que je travaille pour, je vais être capable de le mériter. Au même Mhm. terme que si moi, je fais l'inverse, c'est moi qui procrastine, puis qu'il y a des gens qui sont bons dans l'équipe qui me font gagner, est-ce que Mhm. ma victoire est vraiment méritée à moi? En vrai, c'est Ouais, une c'est ça. victoire que. Ça fait que ça, c'est les contextes des sports d'équipe, sports individuels, on s'y retrouve. Ouais. Je trouve que c'est chacun dans un ou l'autre. Moi, je suis vraiment plus sport individuel. Puis, Mhm. ça apporte dans un ou l'autre une discipline de vie parce que tu dois faire des actions pour aider ton équipe ou t'aider toi à performer. Puis je pense que ça Mhm. se transfère dans les autres sphères de la vie, comme tu dis, là, pour autant Mhm. la vie conjugale avec le couple, la vie de famille, pour être capable Ah ouais. d'avoir une structure qui est bien établie. Là. Le sport apporte Mhm. beaucoup. Ah oui, vraiment. Ce que nous sommes privés en ce moment, là, Ouais. ça recommence tranquillement. Là. Ouais, c'est ça. On pourrait faire un lien avec les jeunes qui ne bougent pas ces temps-ci. Parce que ça t'apprend une certaine résilience aussi, ça pratique ta résilience. Comme je parlais de ça dans un autre podcast, c'est comme quand tu te fais couper d'une équipe ou que tu perds parce que tu t'es pas assez préparé, ben, ça te pratique à dire que quand tu es plus jeune, tu t'en rends pas nécessairement compte. Non. Quand je me faisais couper des équipes, parce que j'ai joué au hockey aussi quand j'étais plus jeune, fait que sur le coup, c'est comme, c'est plate, je me suis fait couper. Fait que là, tu n'es pas capable. Tu dis, bon, mais finalement, je vais aller d'un calibre plus bas, je vais travailler sur mes faiblesses, puis je vais essayer de faire l'équipe l'année Mm-hmm. suivante. Fait que ça te pratique un peu dans ta vie adulte de dire, regarde, tu peux pas toujours gagner, puis ça peut pas toujours aller de façon linéaire. Il y a des moments que ça va comme, hop, tu vas pogner un plateau ou tu vas avoir une période un petit peu plus creuse, mais après ça, c'est d'être capable de revenir plus haut. Fait que, Exactement. C'est la façon de se relever, relever les ça. manches. Fait que la vie n'est pas linéaire. C'est Non, 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 une non, c'est belle ça. vague. Fait Mhm. qu'évidemment qu'on veut la voir grandir, mais il va y avoir des bas, des échecs. Oh, on va essayer de C'est ça. remonter. Mais si tu ne décides pas de te remonter les manches, Mhm. c'est là que tu restes au plus bas. Fait que, il faut juste. Mhm. Mais c'est pas donné à tout le monde, tout dépendant de l'état d'esprit des gens, la Exact. fatigue qui peut être présente. Mais il faut être capable d'avoir cette petite fibre-là que le sport va apporter plus jeune pour se motiver et se dire go, OK, on remonte. C'est Mohamed Ali qui disait l'échec, c'est de se lever. En vrai, Ouais, il disait à l'inverse, c'est le succès, c'est de se lever une fois de plus que tu es tombé. Fait que c'est un peu ça. effectivement. À chaque fois que tu Mhm. tombes, relève-toi. Tu tombes, tu te relèves. C'est un peu ça. Si tu ne te relèves pas, c'est c'est un peu un échec que Mhm. tu te laisses. C'est notre responsabilité. On est capable. C'est pas toujours facile. Il y a plein d'embûches. Mais il y a Mhm. il y a une façon de bien avancer les choses. Mhm. Mhm. Puis là, ben, si on fait un parallèle avec ton sujet de maîtrise, là, fait que Oui, là, toi, tu as fait une maîtrise en kinanthropologie. oui, exactement. Qui est tu sais, avec kin, kinanthropologie, c'est la Mhm. science de la physiologie humaine. Là. Ouais. Donc, ça fait que j'ai fait une maîtrise, on pourrait dire kinésiologie aussi. Là, OK. je l'ai fait sur le recrutement musculaire. Donc, oui, j'ai fait un livre sur les techniques d'entraînement, mais la maîtrise m'intéressait davantage sur quel muscle est sollicité dans quel mouvement pour aller optimiser ou plus
avec le culturisme aussi, on est un peu un sculpteur. Ouais. Donc, ça fait que si on manque d'épaules, si on manque de haut de pectoraux, si on manque des lattes, un fessier, des choses comme ça, on va venir utiliser les exercices, les techniques pour développer ces groupes musculaires-là. En 2008, quand j'étais au PEPS à l'Université Laval, j'ai eu à faire une synthèse. On était 14-15 entraîneurs, puis le responsable, Noël Decloître, m'avait demandé de faire une recherche au niveau de la littérature pour sortir tous les éléments qui présentaient que tel exercice stimule telle région musculaire. Tel exercice, on peut travailler l'intérieur des pecs, l'extérieur, des choses comme ça. Mhm. J'avais appris beaucoup de choses à droite, à gauche par certains livres. Quand je me suis mis le nez dans les études, là, je me suis rendu compte que, oh, OK, entre ce qui est dit dans la salle, puis ce que les études confirment, c'est deux mondes. Là, on disait beaucoup que le bench incliné travaille le haut de pec. Puis là, plus on lit les études, puis il y a plus qu'une étude là, qui démontre que non. Fait que tu fais, oh, OK, il y a une nuance à apporter. C'est pas aussi clair comme l'eau de roche comme ça. Ce qui fait que j'ai été un petit peu, pas offusqué, mais j'ai comme remis en doute toutes mes connaissances. Puis c'est un peu ce mindset-là qui revient tout le temps, malheureusement, parce que je me remets tout le temps en doute. Puis je pense que c'est l'esprit Ouais, d'un chercheur. Un chercheur se pose vraiment. des questions, il ne prend jamais rien pour acquis parce qu'il faut être capable de voir évoluer où ce que la science s'en va, être capable d'interpréter. Mhm. Donc, j'ai présenté ces résultats-là. Puis là, je l'ai fait pour le dos, je l'ai fait pour les bras, les biceps, triceps, épaules, les cuisses. Fait que j'ai décortiqué le corps avec les études qui présentaient comment on peut être capable de travailler certaines régions musculaires. Ça sera le sujet de prochains livres éventuellement. Mais OK. j'ai décidé de faire ma maîtrise sur le recrutement des pectoraux. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivé à la maîtrise en 2016 à l'UQAM, mon projet était, OK, on va prendre le bench incliné, le bench plat, le bench décliné avec 4 positions des mains par angle. Donc, que ce Mhm. soit l'incliné au plat ou décliné, je voulais prendre une prise serrée en pronation, une prise large en pronation, une prise large en supination, donc la paume vers le haut, et une prise serrée, donc faire du bench en prise renversée, OK. pour analyser les 4. Donc, j'avais 4 positions de main au décliné, 4 au plat et 4 à l'incliné à 15 degrés, Tu avais à 30, 30 degrés. 16 12. positions. 3 Ah, fois 4. 12. J'avais OK, 12 ouais, 12. positions. Donc, OK, ça fait que ouais. j'ai recruté des candidats, puis après ça, on a mis des électrodes sur le faisceau claviculaire, donc le faisceau, le grand pectoral, mais sur le faisceau claviculaire, sur le faisceau sternocostal, puis le faisceau abdominal, pour voir si on peut travailler le bas des pecs, avec du décliné, par exemple, si on peut travailler le haut de pec avec diverses stimulations, est-ce qu'il y a des exercices qui est l'avantage plus que d'autres. Donc, j'avais 14 candidats. Avec OK. les électrodes, ils ont passé en laboratoire. J'ai fait des tests préalables pour trouver les bonnes charges pour chacun des exercices. Puis après ça, il y a eu les phases d'enregistrement, d'analyse des données. Fait que c'est un bon dossier. Je ne veux pas que je travaille en même temps à la famille. Fait que je l'ai fait sur 3 ans, que j'ai OK. terminé 4 ans, parce que j'ai terminé en 2020, l'année OK. dernière. Donc, j'ai fait l'avancement. Puis c'était un beau projet qui est venu confirmer des choses que soit je me doutais ou qui n'étaient pas certaines dans la littérature, qui me manquaient d'éléments. Donc, les conclusions, je ne sais pas si tu les veux, mais tu sais, les Ouais, mais conclusions, fait que, ça tu sais, m'intéresse. les deux grandes affirmations qui étaient dans la salle d'entraînement, c'était que le bench incliné travaille le haut de pec. Puis, ce que je me suis rendu compte, puis en décortiquant la littérature de plus en plus de faire ma recherche, c'était qu'en prise large, normale, un bench plat ou un bench incliné, il n'y a pas de sollicitation supérieure au niveau du faisceau claviculaire. OK. Mais si on prend une prise qui est plus rapprochée, donc le coude est plus près du corps, que ce soit au plat ou à l'incliné, donc ça veut dire quel mouvement qui permet d'avoir un coude près du corps, c'est une prise serrée les coudes près du corps, ou sinon une prise supination qui oblige automatiquement les coudes collés. Fait que dans les deux cas, que ce soit à l'incliné ou sinon au plat, ça nous permet d'aller chercher un recrutement supérieur du faisceau claviculaire. Ce que OK. la prise large ne nous permet pas à l'incliné. Fait qu'on va faire un bench incliné en prise large, je ne stimule pas plus le haut de pec. Si je le fais en prise serrée, oui. Mais si je le faisais à plat, en prise serrée, ça ferait la même chose. Là. Fait qu'on n'est pas Mhm. obligé d'avoir de l'incliné pour travailler le haut de pec. On est capable de le faire dans un angle de mouvement. Fait que c'est un peu ça qui est venu confirmer en vrai, démystifier là, ce qu'on attendait dans la salle d'entraînement, la petite nuance. Fait que le bench incliné stimule le haut de pec seulement si on est en prise rapprochée ou en supination. Donc, il faut que le coude OK. longe le corps parce que le faisceau claviculaire, il permet de lever le coude, il permet de le rapprocher, ce qu'on appelle une abduction horizontale. Une Mhm. abduction horizontale, mais il permet aussi de faire de la flexion. La Fait que si j'ai le flexion. coude rapproché, mon coude fait de la flexion, ce qu'il ne Mhm. fait pas si je suis comme ça. Il n'y a pas de flexion, c'est juste du Ah, ben rapprochement oui. de l'abduction horizontale. Donc, ça, c'est une de mes questions que je voulais aller répondre. Et la deuxième question qui m'était principalement venue, c'était est-ce que le bench décliné travaille le bas des pecs? Donc, à quoi qu'il sert le bench décliné dans un gym? Donc, Mhm. si on veut travailler plus le bas des pecs, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est. Et dans mes études, dans mes constats sur les 14 candidats, il n'y avait pas d'activation supplémentaire sur la partie basse des pectoraux.
Donc, que je fasse un bench à plat ou je le fasse en décliné, la stimulation était la même au niveau du faisceau abdominal. Donc, ça fait que le bench décliné est juste là pour, à terme de variation d'exercice, d'angle de travail. En travaillant dans différents angles, on est capable de bâtir un muscle qui est complet, mais pas on ne peut pas aller sculpter une partie avec cet exercice-là. C'est ce qu'on veut savoir, sinon on perd notre temps. Une personne qui entraîne des culturistes puis il manque de bas de pec, tu donnes du bench incliné pensant que, mais ce n'est pas la situation. Ben, ça fait que là, on perd notre temps, on pourrait essayer d'autres choses. Donc, c'est sûr que là, tant qu'on n'a pas les résultats d'études, là, il faut y aller sur la biomécanique pour essayer de comprendre, OK, ben là, si le faisceau abdominal s'attache où, donc c'est un faisceau qui est un peu en S, il passe de la base du sternum, il monte, puis il vient s'attacher ici. Donc, c'est sûr que s'il se contracte, il va descendre vers le bas. Peut-être que le bench décliné à moins 15 degrés n'est pas suffisant pour le stimuler. Mais si je l'avais décliné davantage, exemple si je prends 2 poulies de chaque côté, un crossover, mais je le descends vers le bas, là, on est beaucoup plus que 15 degrés. On est pratiquement à 90 degrés vers le... Est-ce que là, cet exercice-là stimulerait? La science ne le dit pas, mais la biomécanique nous dit qu'il y aurait quelque chose de possible. Il y aurait une théorie, effectivement. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours attendre après la science avant de faire de l'entraînement. De là, mon livre. Je n'ai pas attendu après la science pour écrire sur les techniques d'entraînement. Il faut se baser quand même sur une certaine théorie. Mais quand on découvre la théorie qui existe, c'est là qu'on peut éliminer. Là, de voir qu'un bench décliné ne stimule pas le bas des pecs, on peut le tasser comme exercice puis aller cibler des dips peut-être ou sinon des crossovers vers le bas. Il faut aller plus décliné que ça. Encore là, c'est une hypothèse. Peut-être que ça ne ferait pas de différence. Puis, peut-être que le faisceau abdominal travaille toujours conjointement avec le faisceau sternocostal puis il ne se dissocie pas. On ne le sait pas. Pour l'instant, mais on peut quand même pousser la question un peu plus loin. OK, c'est intéressant ça. Puis comme tu dis, ben, ça ne veut pas dire que le bench décliné ou le bench incliné est nécessairement mauvais. C'est juste que ça va amener un petit peu plus de variation dans l'entraînement aussi. Donc. Variation, puis tout dépend. Là, on parle du culturisme pour stimuler certaines régions musculaires, mais je veux dire, exemple, un bench incliné pour le joueur de football, c'est quelque chose de quand même intéressant parce que dans sa position sur la ligne, il va aller pousser son joueur de façon inclinée pour le bloquer, pour être capable de le. C'est un angle de travail qui doit être travaillé par sa position dans son sport. Donc, ça fait que l'on le travaille dans cette fonction-là et non pas pour développer son haut de pec. Le joueur de football s'en fout. Là. C'est pour son développement. C'est pour ça que c'est des angles de travail qui peuvent être utiles dans plusieurs. Oui, c'est ça. Parce que il y a une différence entre l'entraînement pour la prise de masse pour l'hypertrophie. Là, tu vas aller essayer de recruter vraiment la fibre musculaire ou ce que tu la partie musculaire où ce que tu es plus faible, mettons le bas de pec, le haut de pec. Mais là, quand tu arrives dans le développement athlétique, c'est un autre game. Là. Comme le joueur de foot, le joueur de hockey, il faut que tu sois fort à faire des extensions dans tous les angles, autant par-dessus la tête qu'incliné à 55 degrés, 45 degrés, 35 degrés. Tu sais. Fait qu'il y a cet aspect-là. Le développement sportif, c'est complètement différent. Et aussi, c'est qu'en variant tes exercices, ben, tu vas comme tu surtaxes pas tes articulations à toujours travailler dans le même angle. Là. Fait que pour la prévention de blessures, c'est vraiment important, même si à proprement dit, le bench incliné ne travaille pas trop. Ça revient pas mal au même qu'au bench flat. Donc, je l'inclus encore, là, même si c'est ça, pas exact. plus, là, je vais l'inclure pour le côté travail musculaire. Il y a quand même une coordination que le cerveau doit faire avec quel dosage que de deltoïde antérieur du devant d'épaule versus le pec que je vais venir combiner pour. Il y a un côté prévention blessure là-dedans pour que tous les angles soient forts, effectivement. Oui, vraiment, vraiment. Puis, c'est uniquement sur les pectoraux, ton sujet de maîtrise? Exactement. Fait qu'il y avait, j'ai mon résumé qui est ici. C'est un 200 pages là, de maîtrise sur les pectoraux. Fait qu'il y avait quand même du stock qui était présent. Fait que, ça fait que là, je l'ai fait, mais j'ai fait, moi, mes lectures personnelles sur comme je te disais, le dos, les biceps, etc. Puis j'aimerais ça le mettre en écrit parce que je n'ai pas trouvé de livre qui présentait aussi ces données-là. Comme je te dis, d'apprendre qu'une étude de 1995 nous dit clairement que le bench incliné stimule en prise large, ne stimule pas plus le haut de pec qu'un bench plat. Et même qu'une étude, quelques années plus tard, démontrait que le bench décliné en prise large stimulait la même chose qu'un bench incliné. Là, on était un petit peu, là, il y a des études qui soulèvent des questions, mais je n'étais pas au courant de ces informations-là. Ce qui fait que j'aimerais créer des livres qui vont être un peu à l'image de ces recherches-là. Donc, ça fait que mon projet de maîtrise, exemple d'avoir un livre de peut-être un 100-200 pages qui vient présenter les données sur l'électromyographie. Qu'est-ce qui a été étudié dans la littérature sur la stimulation musculaire? Est-ce qu'on peut travailler à l'intérieur des pecs? Qu'est-ce que la science nous dit en ce moment? Toujours en gardant un esprit ouvert. Donc, le but, c'est s'il y a d'autres études qui se rajoutent, on va les prendre. Mais s'il y a des choses qui sont bien documentées, on va prendre les résultats. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas encore étudiées, on va laisser la question ouverte, puis là, on va se tenir à une théorie. Fait que j'aimerais ça
l'ouvrir à plus large. Par exemple, quand j'ai fait l'étude pour le dos aussi de mon côté, bien, je voyais que si on fait un chin-up, bien là, le biceps est impliqué en prise supination. Mais si on fait un lat pull-down, le biceps n'était pas stimulé. Mais pourtant, là, c'est un constat en disant je pensais que les deux stimulaient le biceps quand je me retrouvais. Je veux l'intégrer dans un mouvement de base de biceps. Je vais faire un curl avec un. Mais c'est parce que là, toute l'explication qui s'ensuit avec les chercheurs, c'est de démontrer que si tu fais un pull-up, ton centre de masse, c'est toi. Donc, tu es loin. Donc, par rapport à ton coude, là, ça tire. Fait que le biceps doit être fortement contracté. Tandis que quand tu fais un lat pull-down, ton centre de masse est au-dessus de tes mains. Donc, ça ne crée pas d'extension à ton coude où ce que tu dois générer une force au niveau de ton biceps. La force est par en haut. Fait que ça fait que tu tires avec ton dos, mais ton biceps, lui, c'est l'avant-bras sur lequel il agit, est à la verticale. Il n'y a pas besoin de contracter autant. Ah, OK. Ça fait réfléchir sur ces points-là, mais je n'ai pas trouvé de livre qui explique les différences parce qu'avec le recrutement musculaire, fait que c'est un peu ça que je travaille là, pour être capable de mettre de l'avant. Fait qu'on on va voir dans les prochaines années. Là. Fait que j'ai beaucoup, puis les cuisses, il y a tous les bras aussi. Est-ce qu'on peut travailler le chef long du biceps, le chef court? Est-ce qu'on peut travailler le triceps, le chef médial latéral, le chef long? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans l'entraînement qui va changer la dynamique? Il y avait Frédéric Delavier qui avait écrit un livre avec les stimulations, mais il y avait beaucoup d'erreurs dedans parce qu'il ne se basait pas sur la science établie. Fait que, c'est un beau jet. C'est un super bon livre qui a bien fait. Il a vendu des millions d'exemplaires. Le visuel était écœurant. Mais il y avait certaines erreurs là, au niveau de la stimulation. Il fallait qu'il s'arrête à un moment donné pour dire que tel exercice travaille telle zone, mais il ne l'a pas backé par aucune science. Fait que quand j'approfondissais un exercice, pourquoi il disait que tel chef musculaire est travaillé, puis la littérature ne concorde pas. C'est un peu ça. Là, je veux écrire quelque chose d'autre qui va venir confirmer ce qu'on peut faire dans la salle pour. Le but, c'est d'éviter des pertes de temps pour quelqu'un qui pense travailler tel faisceau, mais en fin de compte, ce n'était pas le cas. C'est des projets futurs. OK. Fait que, mais puis en plus, il y a tellement de mythes par rapport à ça. Là. Je vais travailler plus mon intérieur de pec ou je vais travailler plus. Souvent, il y a des mythes dans l'entraînement qui font en sorte qu'on pense qu'on va travailler plus l'intérieur du biceps ou souvent, c'est comme quand tu prends le temps de regarder les études pour faire des tests avec des EMG. C'est avec ça. C'est là qu'on voit. Ouais, oui, c'est des électrodes qui sont sur l'électromyographie, là. Des électrodes qui sont placées sur le muscle pour voir le courant qui y passe, qui est influencé par plein de facteurs, mais quand c'est bien fait, on est capable de savoir quel exercice qui donne un meilleur effet qu'un autre là, pour le recrutement. As-tu trouvé ça complexe d'utiliser les EMG en milieu d'entraînement avec des participants qui faisaient un bench ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? C'est quand même pas si pire parce que c'était des électrodes placées sur le pec. Oui, il ne faut pas que la barre vienne à côté sur les électrodes, sinon tu peux briser l'électrode puis ça crée un courant, une vague de courant sur le graphique. Mais sinon, ça a super bien été. Les sujets étaient super à l'aise. On a placé les électrodes, faisait le mouvement. Il y avait aussi un ground qu'il fallait mettre sur le mollet parce qu'il y avait quand même. Les électrodes sont hyper sensibles, donc on pouvait ressentir l'énergie des néons qui pouvaient être là. Si un tapis roulant roulait, on essaie de pas camper. On était dans une salle d'entraînement du CAM. C'est quand même très faux. C'est là que je dis que c'est sensible à plusieurs éléments. Il faut contrôler toutes ces variables-là pour être sûr que ce qu'on reçoit comme signal, c'est le courant musculaire. C'était le fun à utiliser. C'était le fun à utiliser de vivre un peu cette expérimentation-là. J'avais pratiquement le goût de m'en acheter un puis de faire mes expérimentations dans le gym pour être capable de faire mes propres constats terrain. Là, mais quand le N est égal à 1, quand le nombre de sujets est 1, on ne peut pas tirer grand-chose. Fait que c'est juste. C'est ça. OK, cool. On va attendre les études qui vont sortir là-dessus. C'est ça. Me donnes-tu 15 secondes parce que j'ai ma batterie qui est à terre. Je vais juste me brancher. Puis oui, vas-y. Pas de trouble. C'est bon, je suis là. OK, good. Je voyais le pourcentage descendre. C'est bon, parfait. Mais fait que c'est ça. Fait que peut-être dans les projets futurs, c'est de faire un peu le même test que tu as fait pour les pectoraux, mais. Je le ferai pas à la maîtrise. Je le ferai pas encore. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup pour. J'ai passé 4 ans à juste développer sur les pecs. Je ne referai pas ça dans un cadre scolaire, mais je le ferai plus par moi-même. J'ai la rigueur, je suis capable de le faire. Je n'ai pas besoin. C'est juste que je n'aurai pas l'aspect expérimental de mon côté, mais je vais plus faire une synthèse de la revue de la littérature. C'est ça. Un peu là-dessus. J'avais commencé mon doctorat en nutrition
au centre de recherche du CHUM. C'était sur l'impact des oméga-3 sur les maladies hépatiques en janvier 2020, mais avec la COVID, en mars 2020, la COVID est arrivée, puis ça fait que j'ai tout arrêté. Et ça m'a pris une perspective de loin en disant est-ce que j'allais m'investir dans un 5 ans encore de doctorat. Puis je pense que j'ai mis ça sur pause, mais je ne pense pas le reprendre là, parce que pendant cette dernière année, il y a plein d'idées qui m'est venues en tête. Puis je veux investir mon temps justement sur l'écriture de ces livres-là, qui, je pense, va être plus gratifiant puis plus aidant pour l'ensemble des gens Ouais. de partager toutes les lectures que j'ai eues que de passer 5 ans sur l'impact des oméga-3 sur les maladies hépatiques qui pourrait apporter quelque chose de bien à la recherche. Mais pour moi, personnellement, je pense que j'ai fait 11 ans, j'étais à l'université avec les 2 bacs, le diplôme, Ouais, c'est ça. la maîtrise. J'en ai pas besoin de plus nécessairement. Fait que ça m'a fait un stop avec au mois de mars. Prendre du recul, puis là, on va faire. Fait que là, le doctorat, si je veux faire une autre maîtrise, je ne pense pas en refaire. Je vais plus être sur plus terrain, écriture, partager ce qui en est. Donc, j'ai acquis ce que j'avais à apprendre, je pense, de ce côté-là, au niveau de la recherche. Ouais, c'est ça. On va le mettre en application. Parce que là, avec toi, aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'entraînement puis des études sur les groupes musculaires comme les pecs et tout ça, mais je pense aussi que tu as une académie pour, je pense que tu es très, très connaissant au niveau de la supplémentation. As-tu une académie de formation? Oui, j'ai une école que je ne promouvois pas beaucoup ce temps-ci, depuis la création, parce que je suis en train de la créer. En vrai, c'est l'Institut de supplémentologie appliquée. Supplémentologie étant un mot que j'ai totalement inventé, là, que j'ai créé, parce que la kinésiologie étant kinésis, mouvement, ologie, qui est la science de, c'est la science du mouvement, la pharmacologie, c'est la science du médicament. On a plein de mots comme ça qui peuvent en dériver. J'ai dit pourquoi pas la science du supplément, parce que le supplément est quand même bien établi, bien étudié. C'est sûr que les poches ne sont pas aussi profondes que les compagnies pharmaceutiques, mais il y a quand même de la science qui est derrière qui, en ce moment, on n'en parle que très peu. Et c'est ce que je trouve dommage. Exemple, dans cette pandémie qu'on a en ce moment. Je suis curieux de t'entendre là-dessus, Kevin. C'est sûr il y a plein d'éléments qui sont bien démontrés, mais on a comme un déni volontaire de nos instances gouvernementales de parler de ces choses-là, ce que je trouve triste. On est beaucoup dans ce qu'on appelle une prévention passive. Donc, une prévention passive, c'est d'essayer de faire de l'évitement. Donc, je vais me laver les mains tout de suite pour ne pas avoir de virus. Je vais me distancer, la distanciation sociale qui va être là. J'essaie d'éviter le virus. C'est une prévention, mais qui est passive. On essaie d'éviter le contact. Mais j'aimerais ça qu'on parle plus de la prévention qui est active. La prévention qui est active, c'est que si je fais face au virus, est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon système immunitaire est prêt à le combattre? Comment on est capable d'améliorer, à optimiser notre système immunitaire? Puis il y a des choses là-dedans, que ce soit autant une bonne hygiène de sommeil, que ce soit le stress, la gestion du stress, que ce soit le soleil que l'on n'avait pas. Donc, ça veut dire que l'impact de la vitamine D qui est très bien démontré, mais qu'on en parle peu. Autant le zinc aussi sur le système immunitaire. L'exercice physique. L'exercice physique, là, sur l'impact sur le système immunitaire est énorme. Mais là, on a tout fermé les gyms, on a tout fermé les sports, etc. Donc, on n'en parle pas. Je regarde la prévention active, là, sur OK, si j'attrape le virus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de bien le combattre? Parce qu'on s'entend en ce moment, les gens qui sont les plus à risque d'avoir des complications, ce sont des gens avec 1 ou 2 ou 3 complications métaboliques. Donc, ça peut être l'hypertension, ça peut être l'obésité, ça peut être du diabète, etc. Ça vient d'où, ça? Donc, ça vient d'où, ce diabète-là? Ça apparaît du ciel. C'est génétique, tu ne peux pas rien y faire. Non, il faut se responsabiliser. Ceux qui ont un surpoids, c'est apparu comme ça, tu ne peux rien y faire, tu es rendu pouf, obèse. Non, il y a eu des habitudes alimentaires, des habitudes de vie. Tu ne bougeais pas, tu mangeais trop, tu fumais, stressé. Donc, ça fait que l'hygiène de sommeil n'était pas bon. Si on travaillait sur ces éléments-là, là, ce qui arrive, c'est que ces gens-là qui sont plus susceptibles d'avoir des complications, des maladies infectieuses ou bactériennes, bien là, ils diminueraient. Parce que on travaille sur les facteurs de base qui augmentent les complications. Mais ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de responsabilisation des gens. Zéro. La prévention active, pour moi, c'est pour ça que j'ai mon école de formation que je bâtis, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne met pas beaucoup de l'avant. Les gouvernements ne le mettent pas de l'avant. Je peux comprendre peut-être leur certains conflits d'intérêts là-dedans, mais je veux que les gens aient plusieurs options. Puis de plus en plus, les gens dans la population, on a des idées plus vers le biologique, vers pas le recyclage, mais même le sans-déchets. Puis, on a vraiment une vision de plus en plus, autant écologique pour notre environnement que pour nous-mêmes. On essaie de faire attention pour nos actions. Puis, il y a plusieurs
personnes qui vont voir leur médecin, parler avec des infirmiers, infirmières, puis ils aimeraient ça avoir des solutions des fois un peu plus naturelles. Les médicaments, on dirait que c'est tout le temps la seule solution. Puis c'est un peu ça que je vais apporter pour comme. Le but, c'est pas de dire que les médicaments ne sont pas bons. Ils ont vraiment leur utilité. C'est juste Exact. qu'actuellement, ça, c'est la seule arme au niveau médical. Il faut parler davantage de prévention active, comme je viens de parler. Mais quand on arrive avec une pathologie, quelque chose qui est présent, est-ce qu'on peut parler davantage d'alimentation? Est-ce qu'on peut parler d'hygiène de vie, d'habitude de vie? Est-ce qu'on peut parler de supplémentation? Parce qu'il y en a qui fonctionnent. Quand il y a de l'inflammation élevée, là, ben, quand je regarde certaines émissions qui passent et qui disent qu'ils sont contre les oméga-3, par exemple, là, si tu n'as pas un supplément qui est autant étudié que ça, il y a de la vitamine D qui est plus étudiée que les oméga-3, les études sont très bien documentées, là, sont très bien présentées en disant que l'effet est. Si je n'ai pas 1000 études, j'en ai pas une. Ce qui veut dire que d'arriver avec ces éléments-là, je trouve que ça fait juste encore rajouter de la confusion. Exact. Passer Exactement. un élément qui est démontré comme étant ayant un impact positif. Sinon, ces 1000 études-là que j'ai pu constater seraient à côté de la traque. Mais c'est parce qu'il faut tout le temps être capable d'interpréter chacune des études. C'est pas à cause qu'une étude démontre que ce n'est pas efficace. Je veux dire, on connaît tous, par exemple, si je prends un médicament, que le Tylenol enlève les mal de tête à 500 mg. Mais si je prends une étude puis je donne 10 mg de Tylenol, je vais conclure quoi? Le Tylenol n'enlève pas les mal de tête. Non, ce n'est pas le Tylenol qui n'enlève pas les mal de tête. C'est 10 mg de Tylenol qui n'enlève pas le mal de tête. Exactement. À 500 mg, ça a un effet anti-inflammatoire qui fait que ça vient t'aider. C'est un peu ça, les suppléments. Si tu étudies les oméga-3, mais tu donnes 400 mg, c'est sûr que tu ne trouveras pas d'effet. Parce qu'il faut que tu aies au moins un 2,5 g à 3 g. Il y a une question de dosage. Et après ça aussi, d'efficacité. Le produit que tu prends, est-ce qu'il est bien dosé? Est-ce que c'est un produit en capsule, c'est un produit qui est en liquide? Parce qu'en liquide, il y a un contact avec l'oxygène, les molécules vont s'oxyder, puis ça va devenir un produit qui est plus nocif à long terme. Donc, il faut que tu aies un produit qui contient beaucoup d'antioxydants, que ce soit du romarin, de la vitamine C, que ce soit de la staxanthine. Si tu prends un produit pour ta recherche qui n'est pas comme ça, ben là, c'est sûr que tu n'auras pas les résultats escomptés. C'est pour ça que de tirer des conclusions à partir d'une étude, si tu ne connais pas les biais ou tu ne connais pas bien le sujet, c'est là que tu vas te faire avoir avec le résultat. C'est pour ça qu'il faut que tu cumules les études. Moi, quand je vois cette information-là qui est malhonnête dans les faits parce que c'est pas bien faire sa job quand tu viens à des conclusions comme ça, ben, moi, ça me fait juste un peu encore le volet injustice que je me dis. Moi, j'ai besoin de mettre de l'avant parce que je veux. Moi, si j'étais une personne devant mon médecin, j'aimerais savoir les alternatives. C'est quoi les alternatives qui s'offrent à moi, autre que la médication? Est-ce que j'ai d'autres choses de choix? Est-ce que je peux changer mes habitudes de vie? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à mes problématiques de santé? Est-ce que s'il y a des gens qui voudraient plus dans un volet naturel? Mais présentement, la médecine n'est même pas rendue là. On n'a pas de cours de nutrition en médecine, ce qui est un peu triste. C'est comme si dire si l'alimentation n'était pas une source de maladie. Pourtant, elle en cause énormément. Exactement. Donc, c'est parce qu'on nous laisse encore dans l'industrie, avec nos émotions, choisir ce qu'on veut manger. Puis, mais je pense qu'il y a un travail que plusieurs font en amont. Je souligne beaucoup le travail de Jean-Yves Dionne, qui est pharmacien, qui lui avance avec son excellente source d'information en plus. Exactement. Lui aussi, il développe le volet supplémentation. Il le fait tellement bien. Un bon vulgarisateur au niveau de l'information. C'est un peu ça que je veux faire aussi en parallèle avec lui. Je ne veux pas être en confrontation. Je ne veux pas être meilleur que. Non, le but, c'est ça, c'est de partager l'information pour être capable d'éduquer les gens, puis se responsabiliser et être capable de faire les bons choix, puis qu'il y ait un petit tournant tranquillement, que les gens demandent de plus en plus à avoir des meilleurs conseils à ce niveau-là. C'est pour ça que je le fais. Donc, ça fait que j'ai un volet qui est plus, que j'appelle intégratif. Donc, c'est tout le volet avec certaines maladies pour la prévention de ces maladies-là, ou s'il y a un début de la maladie, quelles sont les options qui peuvent aider à soulager les symptômes, sans parler de traitement. C'est plus pour être capable de qu'est-ce qui a été étudié dans ces maladies-là. Puis au niveau des suppléments alimentaires, au niveau de l'hygiène de vie, que ce soit l'acupuncture, les thérapies comportementales. Fait qu'on y va vers les médecines complémentaires, si on peut dire, là, pour être capable d'en parler davantage, parce que je trouve que c'était pas assez présent dans mes formations. J'ai fait un bac en kin, un bac en nutrition, j'ai fait ma naturopathie, puis je trouvais que c'était pas encore présent. Je me dis, ici, dans ces formations-là, qu'on est des professionnels de la santé, de l'activité physique, de la nutrition, puis on en parle peu, c'est qui les spécialistes au niveau des suppléments? Ça va être le vendeur dans les boutiques, puis c'est le vendeur devrait être un vendeur et non pas un conseiller. C'est pour ça que l'école de formation, le but, c'est de la bâtir pour éventuellement là, en faire la promotion pour que les gens viennent. Là, j'ai 10 cours à bâtir au niveau intégratif pour qu'il va totaliser 130 problématiques de santé. Là, j'en ai 6 de compléter. Il m'en reste encore 4. Fait que je veux l'avancer. Puis quand lui va être terminé, là, la promotion va être de plus présente parce que je vais avoir une formation complète. Là. Je dirais que
un cours, c'est environ peut-être un 750 pages là, de lecture. Fait que c'est du gros contenu. Quand même. J'ai 10 cours. Fait que la formation complète, c'est environ un 7-8 000 pages là, d'écriture fait que ça fait que ça va être une grosse formation qui, après ça, va être là. Le contenu est là. Il va juste rester à mettre à jour selon les articles qu'ils vont publier. Et puis après ça, j'ai un volet sportif là, parce que je veux parler aussi des suppléments au niveau de la créatine, les protéines en poudre, que ce soit les oméga 3, les choses comme ça là, que je veux présenter. C'est un projet long terme. Fait pour moi à la base, comme j'ai fait mon tableau pour mon livre pour être capable de me repérer là-dedans, là, je vais le faire pour le côté hygiène de vie, supplément alimentaire pour aider les gens à synthétiser ce que moi, je prends plaisir à lire, puis avoir les réponses claires. OK, dans telle étude, pas dans telle étude, mais juste dans tel contexte, tel supplément est utilisé avec tel dosage. Fait que si je veux avoir quelque chose d'équivalent en termes de résultats, je pourrais essayer tel supplément avec tel dosage. Fait que, je veux dire, dans l'exemple, le cas des migraines, le magnésium a été hyper utilisé avec un grand succès. Fait que ça fait que, OK, ben, c'est quoi le dosage que les études ont utilisé pour le magnésium? Ben, dans le module, je spécifie quel dosage qui était présent, puis quel autre supplément qui peut avoir eu un impact positif. Le but, ce n'est pas de toutes les prendre. C'est voici ce qu'il a été étudié. Et après ça, à vous, en lisant le module, de comprendre un peu plus les nuances, là, quel qui peut être plus favorable à être utilisé pour essayer. L'avantage des suppléments, c'est que il y a une grande sécurité. Ça fait qu'on peut essayer certains éléments pour voir est-ce que ça m'apporte un bien-être, est-ce que ça m'apporte un avantage. Fait que c'est un peu ça. Je veux, par souci de transparence au niveau pour avoir pas une équité, mais une équité, mais un libre arbitre. Donc, en fait, que j'ai une problématique de santé ou j'ai un désir de performer, donc je veux avoir les connaissances adéquates pour le faire. Dans le monde, le marketing est tellement fort, donc il y a beaucoup de produits qui ne valent pas la peine et qui sont mis de l'avant. C'est un peu ça aussi que je veux avantager, ce que Jean-Yves fait aussi. C'est un peu là-dedans. Fait que oui, j'ai mon école de formation qui est supplémentologie.com. Le site est accessible. Éventuellement, la promotion viendra. Là. Fait que c'est un beau projet en cours. C'est intéressant de t'entendre parler là-dessus parce que c'est vrai que les suppléments, c'est un peu catégorisé comme c'est comme ça fonctionne pas trop ou ben il y a comme encore beaucoup de mythes par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas de débat public. Non, donc, c'est ça. Dans les médias, on fait juste promouvoir l'inefficacité des suppléments. Malheureusement, comme je te dis, c'est un côté toujours qui est lucratif. Quand j'ai connu des gens qui allaient intervenir à la télévision ou à la radio, puis ils me disaient, Kevin, je ne peux pas parler, par exemple, des produits laitiers. Parce que si je parle moindrement contre les produits laitiers, c'est plutôt va enlever ces publicités qui peuvent représenter 2, 3, 400 000 à la station de radio. Ce qui fait que c'est un sujet que je ne peux pas parler, même si je suis contre, même si je suis pour ou en faveur, c'est toujours correct, mais s'il y a des bémols que je dois ajouter, je ne peux pas les ajouter. Fait que c'est un peu là-dedans qu'on se retrouve. Donc, si on vient vanter les mérites de la vitamine D, par exemple, qui va améliorer et qui va optimiser la santé immunitaire, bien, si on améliore la santé immunitaire des gens, on se ramasse avec une amélioration de leur santé à long terme. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça se peut qu'il y ait des médicaments qui diminuent, mais c'est des grands commanditaires au niveau des compagnies, au niveau des stations de radio, des stations télévisées. Donc, pour eux, ils mettent un investissement en publicité, mais si à contre-coup, il y a des gens qui viennent parler pour des éléments qui vont favoriser, ils ont la poche profonde. Donc, ça fait qu'ils ont un certain contrôle de l'information. On le voit, parce que sinon, si ce n'était pas le cas, on aurait vraiment l'information qui est partagée. Tu peux juste comparer Jean-Yves Dionne avec le pharmacien, sans les nommer. C'est deux personnes, deux pharmaciens de formation avec deux discours carrément complètement différents. À l'opposé. Ouais, même qu'un des deux a comme des clients récemment qui m'ont envoyé des articles puis des publications comme quoi la vitamine D, finalement, c'est pas néfaste en soi, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'avantage. C'est là que je trouve ça malhonnête de tirer des conclusions quand des gens... Écoute, je donne une formation de 3 heures sur la vitamine D. Là. Il y en a du stock. Il y en a du stock. Puis sérieusement, si ce n'est pas démontré, là, il n'y a pas une cellule du corps humain qui ne répond pas à la vitamine D. Donc, ça fait que ce serait égoïste égoïste. Je ne sais pas dans quel sens, là, mais c'est pas correct. C'est pas adéquat. C'est de l'affaire. C'est penser faire de l'information, mais en vrai, tu viens faire de la désinformation davantage là, sur le sujet, ce qui fait que les gens sont encore plus mêlés. Puis là, on n'est plus en prévention active, on est en prévention passive seulement. Moi, j'ai jamais vu une guerre se gagner en prévention passive. Exemple, on recule dans un temps médiéval, puis là, tu as un château là, qui est à protéger, puis là, tu as des envahisseurs qui arrivent. Mais tu t'en vas te cacher dans tes donjons, qu'est-ce qui va arriver? Les envahisseurs vont rentrer. Un jour ou l'autre, tu vas avoir à le confronter, parce que sinon, tu ne peux pas gagner.
Tu ne peux pas gagner parce que Exactement. tu ne te défends pas. Fait que, Ouais. ça fait que le but, c'est de t'armer avec une équipe de soldats qui va être capable d'empêcher l'entrée des envahisseurs dans ton château, ou une fois qu'ils sont là, être capable de les combattre. Mais c'est qui tes soldats? C'est ton système immunitaire. Fait que si on ne parle pas du système immunitaire, on ne peut pas gagner une guerre contre un virus qui sont les envahisseurs si notre armée n'est pas prête. On a beau faire de la distanciation. Écoute, le coronavirus n'était pas là en 2019. Oui, tu sais, c'était d'autres souches. Il est apparu. Mais c'est quoi? Je veux dire, si en 2020, ça, on dit là, à chaque 2 ans, là, il y a un nouveau virus qui arrive. Le virus australien, le virus, nomme-le, là, on donnera le nom qu'on veut. C'est quoi qu'on va faire? On va faire de l'évitement toutes les fois. On va faire des lockdowns. On va faire des. À un moment donné, il faut apprendre. On a vécu des millions d'années et les virus existent depuis des millions d'années, les bactéries aussi. Ils s'adaptent à leur environnement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les bactéries? On a de l'antibiorésistance. On a donné tellement d'antibiotiques aux gens que la bactérie, elle, au lieu de mourir, ben non, elle s'adapte. Elle devient résistante aux antibiotiques. C'est notre grosse problématique en ce moment dans le monde médical. Fait que, essayer de. C'est pas comme ça qu'on va réussir à gagner. Les virus, les bactéries vont s'adapter. Donc, aussi bien travailler sur notre prévention active, en s'occupant de gérer notre stress, notre sommeil, notre alimentation, de bouger, qui a un impact énorme sur l'immunité, que les gens, des fois, n'y croient pas. Je veux dire, c'est une question de responsabiliser les gens. C'est facile pour les gens de prendre une pilule ou de se laver les mains. Ce n'est pas une grosse action, mais de faire de l'exercice, de prendre du temps pour avoir une bonne hygiène de sommeil, pas un 5 heures par nuit, un 8 heures, un 7-8 heures, tu sais, je veux dire, ou sinon faire des naps de gérer son stress. La vie est stressante en général, stress financier, stress avec la famille, stress avec le couple, stress avec la vie professionnelle qu'on veut essayer d'avancer. Être capable de se prendre un recul puis dire, OK, je vais, tu sais, il faut éduquer les gens là-dedans, parce que sinon, on les déresponsabilise, puis après ça, c'est comme pas de leur faute. Je veux dire, je m'excuse, mais si vous avez un diabète, si vous avez du surpoids, vous avez une grande part de responsabilité. Puis c'est pas pour taper sur le clou, c'est pour dire, faites des actions différentes, vous allez avoir des résultats qui vont être différents. Ce qui va améliorer votre santé, qui va améliorer plus que ce soit une vaccination, que ce soit une distanciation. Quand un autre virus va arriver, il faut que vous soyez prêt. Si vous ne prenez pas soin de votre santé, la vie vient avec un risque de mourir. Je veux dire, si dorénavant, on appliquait les mêmes règles qu'on fait avec la santé publique, avec le domaine automobile, avec les 33 000 blessés qu'on a par année dans le domaine automobile, on dirait, hey, prends pas ton autobus, prends pas ton auto, là, il y a 33 000 blessés, là, il y a des fortes chances que tu aies un accident, puis que tu peux en mourir, puis tu peux prendre son auto, ça vient avec des risques. À chaque personne de prendre. Si tu es un bon conducteur, tu vas être capable. C'est sûr que si tu commences à chauffer comme ça, tes chances augmentent. Mais si ta santé n'est pas top shape, tu augmentes tes chances de mourir du virus. Donc, à un moment donné, moi, je fais tout ce qu'il faut. Le stress, l'hygiène de sommeil, l'entraînement physique. Je suis tout là dans les suppléments qui peuvent aider, le zinc, la vitamine D, la vitamine C, qui peuvent avoir un impact favorable sur ma santé. Mes filles n'ont jamais été à l'hôpital. On n'est jamais malade. Il y a une compréhension qui doit être là. On a une responsabilité. Mais moi, je suis pénalisé en ce moment parce qu'on a des cas d'hospitalisation qui sont élevés. Ce n'est pas d'être égoïste, c'est juste que ces gens-là, s'ils se prenaient en charge, bien, il y aurait une meilleure santé métabolique générale. Mais ce n'est pas de leur faute, en fait. C'est juste parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas nécessairement quoi faire. Il y a certaines lignes qui pourraient dire, OK, je dois manger moins d'aliments transformés. Mais c'est juste que le mot d'ordre par en haut, parce qu'on n'a pas d'éducation nutritionnelle à l'école, on n'apprend pas à manger, on est laissé à nos émotions. Il y avait le guide alimentaire canadien auparavant qui était biaisé comme le bras, fait que ça fait qu'avec il y avait beaucoup trop de glucides qui étaient présents dans l'alimentation. Le nouveau guide est beaucoup mieux adapté. Fait que ça fait les gens pouvaient suivre ça, vont manger 12 portions de produits céréaliers par jour. Puis, là, je suis le guide, c'est ça qui est bon pour. Puis là, il devenait avec un surpoids. Il y avait une certaine résistance à l'insuline qui s'installait. Là, ce qui fait que c'est-tu de leur faute ou c'est pas de leur faute? C'est là qui arrive, c'est que c'est leur responsabilité, mais l'information est tellement biaisée. Ils veulent bien faire les choses, mais c'est pour ça qu'il faut être capable d'éduquer les gens différemment ou que les gens se rendent compte qu'ils ont une part de responsabilité. Ils doivent chercher comment faire avec un certain recul. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, je suis là-dedans, puis je le vois, c'est clair, mais une personne qui est peu importe dans n'importe quel domaine, là, que ce soit menuiserie, qui n'est pas dans le domaine de la santé. OK, je veux bien m'aider. C'est quoi les bonnes sources? Avec Internet, aujourd'hui, on peut trouver de tout. Fait que ça devient compliqué. Mais mon mot d'ordre, à la base, c'est tout le temps responsabilisez-vous. Vous êtes un acteur important de votre santé. Vous avez plus de contrôle que vous le pensez. Fait que c'est un peu ça que je veux mettre de l'avant. Puis si on allait dans ce sens-là, je pense qu'on aiderait beaucoup la santé de la population pour des éventuelles épidémies ou pandémies qui pourraient survenir, là, parce que c'est notre seul moyen. Comme je te dis, s'il y a un virus 2.0 qui arrive dans 2 ans ou dans 3 ans, on n'a pas aidé la population. Hein. On va se retrouver dans le même tableau parce que c'est les mêmes gens. S'il y a des accidents sur la route, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui conduisent avec une mauvaise façon de conduire. Si tu fais juste fermer les autoroutes puis les routes, tu n'as plus de cas, tu n'as plus de blessés, tu n'as plus de morts sur les routes. Mais dès que tu réouvres, c'est les mêmes automobilistes qui réarrivent sur les autoroutes. Il va y avoir des accidents. C'est un peu ça. On ferme des lockdowns, le virus circule moins,
Mais après ça, quand on réouvre, ben, les gens sont aussi malades qu'avant, même plus Mhm. avec les fermetures des gyms, ce qui fait qu'on se retrouve avec un virus ou un nouveau virus qui va circuler, qui va être présent. On n'a pas réglé la chose, ça n'est Non, que temporaire. Si on fait ce parallèle-là, c'est facile à comprendre. c'est C'est ça. pour ça que pour moi, je trouve ça triste, la situation. Mm. On essaie d'avoir encore une petite pilule que le vaccin est. OK, je me fais vacciner, je suis protégé. Ouais, Non, il faut plus que ça. Il faut faut plus que plus que ça ça. parce que les vaccins contre la grippe, on l'a vu, c'était pas tout le temps avec question de souche. Puis on le voit avec les variants aussi, ça va être probablement le cas. Si on se fait vacciner pour certaines souches, il peut y avoir d'autres souches qui vont se développer parce que là, on protège contre une, puis ça a été le cas avec le papillomavirus humain, avec le Gardasil, etc. On protégeait contre des souches 16-18, puis les autres souches se sont développées parce qu'on protégeait contre certaines souches. Fait que c'est des choses qui sont présentes. Fait que on sent, malheureusement, ce n'est pas la solution. C'est vraiment Non. d'outiller son système immunitaire pour être capable de prêt à affronter n'importe quel virus ou Mhm. bactérie. Ça passe, Mm. ça passe par Mm. les 5 S, moi, que j'appelle. Les 5 S qui sont le sport, le soleil pour la vitamine D, le sommeil, le stress, puis sans tabac. Donc, Mm. pour moi, c'est les 5 S à retenir pour être capable d'avoir une vie en santé. Puis tu touches sur ces 5 S-là. Est-ce que j'ai assez de soleil? Est-ce que je fais mon sport? Est-ce que j'ai mon stress? Est-ce que j'ai une bonne qualité de sommeil? Et est-ce que je fume? En vrai, est-ce que je ne fume pas? Quand Mhm. tu es capable de contrôler ces éléments-là, tu as déjà un bon avantage sur ta santé comparativement aux Mm. autres. Il faut être égoïste un peu de ce côté-là, s'occuper de soi pour qu'en société, on fonctionne bien. Plus on est Exact. malade, plus on nuit à la société dans un certain C'est sens. Plus ça. on engorge le système de santé, plus. Mm. C'est ma vision de la chose. On a toute une part de responsabilité dans ça, tu sais. Puis la pandémie a juste fait une lumière sur que les Québécois, Québécoises, une grosse majorité des Québécois, Québécoises n'étaient pas nécessairement en bonne santé. C'est de redéfinir le terme santé aussi, tu sais. C'est pas parce que Exact. la personne n'a pas de maladie qu'elle est en bonne santé. Mhm. Fait que souvent, c'est un peu ça. C'est comment, ben, il a été vraiment affecté par la COVID ou il y a eu des grosses complications par rapport à ça. Pourtant, il était en bonne santé. Puis tu regardes vraiment au niveau de ses habitudes de vie, stressé au bout, dort 5 heures par nuit. Tu sais, c'est pas parce que la personne jouait au hockey 2 fois semaine de ligue de garage qu'elle était nécessairement en bonne santé, là. Non, Fait que exactement. Son corps en général, son système immunitaire était fragile. C'est c'est juste qu'il ça. n'y avait pas de maladie apparente, mais ça reste un, Mm. un corps qui est fragile. Fait que tout le système, un manque d'exercice va causer un manque d'exercice, un manque de sommeil, de Mhm. fumer aussi. Tous les 5 S que j'ai nommés va Mm. fragiliser le système. Fait que tu ne vois pas de maladie, sauf que dès qu'il arrive une pneumonie, une grippe, la COVID qui est présente, une maladie virale, ben là, ce qui arrive, c'est que là, ce corps-là qui est fragile, emboîte le pas. Puis, pourtant, il était en forme, Ouais. puis il a eu ce dur. Ben, OK, il était en forme. Mais encore là, en forme, c'est relatif. Je veux dire, Mhm. c'est en forme de quoi? Tu veux dire, c'est en forme d'activité physique, mais c'est ce que Mhm. l'alimentation était pas. Il mange un repas par jour, mais il est en forme. Je veux dire, Ouais. la vie est tellement multifactorielle, la santé est multifactorielle. Fait que si on ne peut pas se repérer à un élément pour Mm. dire que tout va bien, là. Mhm. J'avais une roue de gonflée sur ma voiture. Non, il faut les 4 roues de gonflée pour être capable de Exact. bien avancer. Ben, j'avançais, mais j'avais une roue qui était bien gonflée, les autres non. Fait que, Mm. mais dès qu'il arrive quoi que ce soit, ben, tu pars de côté. Fait que c'est un peu ça, sensibiliser pour les gens. Mm. C'est pourquoi que c'est important de vraiment réouvrir le sport, là. Comme Le, partout au Québec, là, le, SAE, maintenant. exactement. Le ça urge, puis il ne faut pas que ça referme. Je pense Non, c'est qu'on ça. est Faut tous pas que ça. capables de rester ouverts en termes de centre d'activité physique avec des mesures et des consignes sanitaires qui vont être justes et adéquats. Donc, on Mhm. s'entend. J'ai quand même une certaine réserve sur certaines mesures sanitaires qui sont peut-être un petit peu excessives. Mhm. Mais je pense qu'il y a un moyen d'être capable de le faire en restant ouvert. Donc, ne plus jamais fermer un commerce. Je te dirais que je suis avec Entrepreneurs en Action du Québec, qui sont un OK. regroupement d'entrepreneurs. Donc, depuis octobre dernier, je m'implique dans le conseil là, pour faire avancer la cause parce qu'on est 2800 entrepreneurs en ce moment Mhm. qui avancent pour faire valoir nos droits en tant qu'entrepreneurs pour nouer des business. Puis, fait que c'est pas mal. On va se battre pour être capable de ne pas avoir de lockdown encore dans la prochaine automne, que ça soit Ah, c'est terminé important. un C'est peu, important. parce que c'est. Effectivement, actuellement, les restaurateurs crient beaucoup parce que les Mhm. salles de spectacle peuvent ouvrir à 250 personnes, mais les restos ne peuvent pas ouvrir encore. Mhm. C'est une grosse injustice aussi là-dedans. Fait que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je m'implique Ouais. au sein de cette organisation-là pour être Mhm. capable de faire avancer. On a des dossiers en cours en ce moment. Euh, Mhm. on n'en parle pas dans les médias parce que parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est la devise. Mais si on en parle, on se Mhm. fait connaître. Puis si on se fait connaître, on va avoir un regroupement d'entrepreneurs qui va être de plus en plus élevé. Mhm. Sur 230 000 PME au Québec, on est déjà 2800. Fait qu'on est 1 à peine des PME qui nous ont rejoints. Il faut juste se faire connaître. Fait que ça va être ça la prochaine mission. On a déjà quoi, Mhm. 150 000 d'accumulés avec les dons de part et d'autre pour faire avancer les dossiers des avocats.
Mais beaucoup de dénouements à venir. Là. Il y en a un actuellement qui est entre les mains du juge là, pour faire tomber les masques aux primaires, plus revenir aux zones de couleur adéquate. Quel serait supposé à Montréal, on est en zone rouge, mais dans les faits, on serait plus en zone orange si ce n'est pas jaune. Et dans les zones jaunes, comme la Côte-Nord, etc., il serait plus en zone verte. Donc, on a établi un certain contrat moral avec le gouvernement, mais qu'ils n'ont pas respecté en changeant les règles en cours de route. C'est mon implication actuelle là, pour... Je travaille sur plusieurs fronts. Là. Je suis sur le front politique sur ces aspects-là, mais de mon côté, ça va être l'école de formation là, pour responsabiliser les gens sur des volets. Je pense que je m'implique à plusieurs aspects de la vie pour être capable de... Mon mot d'ordre, pour moi, c'est injustice. Quand il y a injustice, j'arrive au front, puis je suis là-dedans pour être capable de trouver de l'information. Autant au niveau de la santé, comme je dis, de la prévention active, je trouve qu'il manque de l'information, elle n'est pas véhiculée. Ça ne sera pas par les médias, malheureusement, mais les médias sont en voie tranquillement de descendre en termes de cote. Avec Internet, on est capable de trouver des médias alternatifs qui comme tu vois les podcasts que tu fais, recul de 10 ans, ça n'existait pratiquement pas. Donc, c'était seulement la radio et la télévision. Donc, ces médias-là vont prendre de l'ampleur de plus en plus, fait qu'on va être capable d'avoir accès à de l'information qui diverge de la dictature politique ou de la dictature au niveau des règles émises par le côté nutrition, le côté. Fait qu'on va être capable d'avoir une meilleure oreille. Là. Ça va toujours être, mais là, dans 5 ans, dans 10 ans, on va être encore toujours avec les deux côtés de la médaille. Autant les compagnies qui font du marketing pour les suppléments qui ne valent pas la peine. Fait que il faut toujours rester. Le but, c'est de développer un esprit pas naïf, l'inverse de naïf, en vrai, un peu critique. Un esprit critique pour être capable de voir, OK, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la personne qui parle a un certain bagage, une notoriété, une confiance qu'on peut lui avoir, puis toujours remettre en doute pour être capable de confirmer ça. C'est pas facile quand on n'a pas d'éducation à ce niveau alimentaire. Non, c'est ça. Parce que c'est pas parce que les médias de masse, les médias traditionnels disent quelque chose qu'il faut absolument prendre ça pour du cash non plus. Il faut justement garder un esprit ouvert et critique sur tout ça. Exact. Puis comme tu dis, il ne faut plus jamais que ça ferme. Non, on va s'organiser. Avec le AQ, on va s'organiser pour que ça reste ouvert le plus possible. En avril, on passe en cours pour un plus gros dossier. Mais après ça, c'est pour ça qu'il reste encore mai, juin, juillet, à août. Je ne pense pas que ça referme. Là. Personnellement, je ne pense pas qu'ils vont être capables de nous fermer. Autant la restauration, comment qu'ils crient, les gyms, comment qu'ils crient aussi en disant que c'est... Il va y avoir une petite rébellion à un moment donné. Je veux dire, on est pacifique. Il faut rester dans le côté pacifique, mais je veux dire, ça n'a juste pas de sens. Il n'y a juste pas de logique derrière. On veut faire partie de la prévention. On veut faire partie de la solution. L'entraînement physique aide le système immunitaire. Donc, pour moi, ça fait partie de la prévention. Essayons de le garder. Je veux dire, s'il y a une éclosion dans un hôpital, on ne fermera pas l'hôpital. On va faire des mesures pour être capable de garder en contrôle l'éclosion avec des mesures d'hygiène. Faisons ça avec les gyms, faisons ça avec les restaurants. On est capable de le faire. Mais surtout, les gyms, c'est le côté prévention qui est là. Écoute, j'ai des clients qui ont pris 40 livres, c'est pas plus, là, dans les derniers mois, dernière année. Donc, ça fait que ces gens-là deviennent on a rendu des gens en santé malades. Donc, ça fait autant qu'on a des gens en santé physiquement, on les a rendus malades, que des gens en santé financièrement, on les a rendus malades financièrement. Pour moi, ça apporte un stress. Fait que là, on se retrouve à brimer nos 5 S. Donc, si j'ai un stress, je vais avoir une qualité de sommeil qui est diminuée, je vais avoir un surpoids, donc un manque d'activité physique. Fait que là, plus j'ai d'éléments qui sont défavorables, plus je me retrouve dans une position où je peux avoir des complications de la COVID et augmenter les hospitalisations. Je veux dire, c'était pas pour nous, il n'y a aucune logique qui était là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, mais il faut un peu plus de compte rendu ou de débat public au Québec, ce qu'on n'a pas. En tout cas, je fais mon bout de chemin là-dedans pour essayer d'aider, mais tout ça est que, pour revenir à la base, que si on se prend en charge notre santé, on se responsabilise, on va être capable d'aider notre société en tant que nous aider nous-mêmes avec une longévité. Le but, ce n'est pas de vivre vieux, mais de vivre vieux en santé. Exactement. Donc, c'est une différence. L'espérance de vie de 81, 82 ans chez l'homme et la femme, l'espérance de vie en santé de 64 ans. Donc, on a quand même une marge de 18 ans entre les deux, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on vit nos 15 à 20 dernières années de vie avec des maladies chroniques, avec que ce soit des machines de respiration, si on a de la difficulté, parce qu'on a fumé, on vient avec des maladies. C'est rare qu'on meurt de jeunesse, on meurt de vieillesse. Maintenant, on meurt tout le temps d'une maladie qui est omniprésente. Donc, il faut être capable de se gagner ce qu'on appelle un capital santé. Tu mets des économies de côté pour avoir une belle retraite, mets-toi des économies de santé de côté. On va dire, fais de l'activité physique jeune, monte-toi des bonnes habitudes alimentaires pour monter ta santé pour que plus vieux, tu sois capable de ne pas traîner. C'est sûr que si de 30 ans à 50 ans, tu fais sédentaire, stress de vie, tu fumes parce que le stress est présent, puis
tu arrives à 50 ans avec un handicap. Là, je veux dire, tu vas arriver à ta retraite, mais tu ne seras peut-être pas en bonne condition physique. Là. Moi, ce que je veux, c'est être un modèle à 80 ans, être capable d'être au gym. Je vise d'être un centenaire. Là. Je veux dire, je peux pas, j'ai de la misère à concevoir qu'avec les connaissances que j'ai acquises, je ne serais pas capable de me rendre à ce niveau-là en santé avec tout ce que je peux mettre en œuvre puis appliquer dès ma jeunesse. J'en ai au gym, là, j'ai des gens de 88 qui viennent s'entraîner, puis je trouve ça une belle image que ça projette au gym. Kevin, c'était vraiment intéressant, sérieusement. On aurait pu parler encore pendant 45 minutes. Mais j'étais content de t'entendre parler sur de parler de ça, justement, des choses qu'on n'entend pas parler souvent dans les médias traditionnels. Puis je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Ça va vraiment les aider à justement garder un esprit ouvert puis vraiment améliorer leur santé. Puis c'est ça le but en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir une population en santé. Donc, Kevin, où est-ce que les gens peuvent te trouver si jamais veulent te contacter? J'ai mon site web personnel qui est www.kevinarsenault.com. Kevin avec 2 E, puis Arsenault, E-A-U-L-T. Puis j'ai aussi l'école de supplémentologie, donc c'est www.supplémentologie.com. Sinon, j'ai les Facebook qui est Kevin Arsenault, kinésiologue, qui est présent. J'ai l'Institut aussi de supplémentologie qui est là. J'ai les livres aussi, la Bible des stratégies et planification d'entraînement que j'ai une page Facebook qui est présente, puis en anglais aussi, mais au Québec, peut-être moins utilisé. C'est sur ces surfaces-là. Instagram, Kevin Arsenault, _ petite barre en dessous. Je te dirais que pour l'instant, je suis peu actif sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup dans l'écriture, au niveau d'un prochain livre à venir. Donc, ça fait que ça demande beaucoup de temps de gérer la famille, le travail, qui déborde aussi parce que les gens veulent s'entraîner, les projets personnels, l'écriture, en plus de mettre du contenu sur les réseaux sociaux, tu le sais que l'ampleur de temps que ça demande, de préparation, etc. Donc, c'est question de temps. Là, cette année, je vais me remettre à ajouter du contenu. Mon but, comme je te dis, étant de libérer de l'information pour aider les gens. Fait que je vais rester dans ma mission puis revenir. Là. Mais c'est toute une question de bien planifier les choses. Là. J'ai comme mis une petite priorité là, sur un autre volet, là, qui était l'écriture, qui me tenait à cœur. Fait à suivre. C'est bon, je vais tout mettre les liens dans la description du podcast pour que les gens puissent te contacter ou te procurer ton livre qui est excellent. Oui, Renaud Bré, Archambault, Amazon, donc le livre est très présent. Je pense que tout le monde va y trouver son compte, autant un passionné d'entraînement qu'un entraîneur, kin. Ou même des fois, j'ai des clients qui me l'achètent pas parce qu'ils sont passionnés, parce que vu que je mets des techniques dans leur programme, ça leur permet de fouiller. Puis, OK, c'est ça comme ça qu'ils veulent que je le fasse. Okay, ils peuvent, je l'enseigne quand je remets le programme, mais des fois, ils l'oublient ou ils gardent tous leur programme. Donc, ça fait que si dans un an, tu veux ressortir le programme, c'était quoi dans cette technique-là? Comment on l'applique? Effectivement, il se réfère au livre. Ça peut être utile pour tous. Good. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Kevin. Un gros merci à toi, Alexandre, de m'avoir invité. Yes. On se dit à la prochaine. À la prochaine, yes. Salut. Bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.